La santé mentale est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Pourtant, dans beaucoup de familles issues de la diaspora africaine, cela reste parfois un sujet difficile à aborder. Dans cet épisode, on ouvre la discussion sur la santé mentale dans la diaspora, entre tabous, expériences personnelles et évolution des mentalités. Mais avant ça, jingle! Bonjour et bienvenue dans Saotipédia, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre en expériences vécues et analyses d'experts. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet à la fois sensible et essentiel, la santé mentale des personnes issues de la diaspora africaine. Entre pression sociale, héritage culturel ou encore difficulté à parler de ses émotions, la santé mentale peut prendre des formes particulières dans les expériences diasporiques. Mais les choses évoluent, de plus en plus, les jeunes osent parler, consulter, remettre en question certains tabous. Aujourd'hui, l'objectif est simplement d'ouvrir un espace de discussion autour de ces réalités. Et du coup, pour en parler, on accueille deux belles invitées avec nous. Donc, on a d'abord Salamata, qui est notre invitée sur cet épisode. Est-ce que tu vas bien, Salamata ? Ça va super, et toi ? Bah écoute, ça va super. Hein. Est-ce que tu veux te présenter un peu ou de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet Il n'y a après. pas de souci. Alors, moi, c'est Salamata. J'ai 18 ans et actuellement, je suis en première année à Paris-Dauphine, en L1 de LSO. Et dès que j'ai vu le sujet, je me suis dit, allez hop, c'est fait pour moi. Ouais, non, c'est vrai, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, je pense. Ok, bah cool. Franchement, on va bien en discuter. Et bah du coup, comme ces derniers temps, c'est assez courant, on a une nouvelle chroniqueuse, Aurélia. Aurélia qui est la vice-présidente de PDA. Est-ce que ça va, Aurélia ? Ça va bien, merci. Et toi, Fanta ? Ouais, ça va, super. Tu veux te présenter du coup ? Oui, du coup, moi c'est Aurélia, j'ai 22 ans et je suis étudiante à Dauphine également. Je suis en année de césure, donc j'ai eu déjà mon master 1 en affaires internationales et développement. Et là, maintenant, je fais une césure pour acquérir de l'expérience professionnelle avant de faire le master 2. Ok, trop bien. Et ça se passe bien, ça va ? Ça va, ça se passe. Et pareil, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, faut que je parle. Directement, je me suis dit, non, ça c'est... En plus, je me disais, sur quel thème je peux bien intervenir, etc. Mais quand j'ai vu santé mentale, j'ai dit, ok, c'est mon thème aussi. Donc on pourra bien discuter. Bien sûr. Ok, trop cool. Ok, bah top, hein, on va discuter de tout ça tout ensemble. Et donc l'idée, ça va être simplement d'échanger autour de nos vécus et surtout de nos perceptions. Alors pour commencer, Salamata, quand tu repenses à ton enfance, est-ce que les émotions comme la tristesse, la colère ou encore l'anxiété avaient leur place dans ta famille ou est-ce qu'au contraire, elles étaient plutôt mises de côté ? Alors, je dirais que elles étaient présentes, ça c'est sûr. Mais la façon de les aborder, elles étaient un peu différentes. Okay. On pouvait, je pense qu'on avait tous conscience qu'on était un peu anxieux, surtout les parents africains et l'école. Ça, je pense que j'en parlerai dans mon livre. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'était tout le temps dans le stress de est-ce que je ramène... En fait, t'étais stressée avant même de passer le contrôle. Ok, ouais. Bon, ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Stressée du bus. Mais vraiment, c'était toujours comme ça. Et avec du recul, en grandissant, je me rends compte que en fait, je suis limite en colère parce que j'ai pas eu à vivre, une enfance normale, on va dire. C'était tout le temps du stress, de la tristesse, de qu'est-ce qu'ils vont penser. Même, limite, ça devenait un poids de se dire que finalement, tu vis pas pour toi, mais tu vis pour pas décevoir les gens. Ok, ouais. Et du coup, je dirais que oui, grosse place pour l'anxiété, la tristesse et même... juste le manque de confiance en général, parce que même quand tu te sens mal, t'as l'impression que t'as pas le droit d'en parler, il faut que tu t'en sortes et t'as pas le droit de demander de l'aide en fait. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est dans des contextes où genre, on a des parents qui sont immigrés, ils arrivent en France et tout, et comme ils ont vécu des choses difficiles, que ça soit un fait ou que ça soit raconté, bah tu te dis je suis pas légitime de ressentir ça, ou même on te le fait ressentir de... Mais c'est exactement ça. Des fois même juste, on parle des émotions, mais juste le fait d'être fatigué quand t'as un enfant. Voilà, tes parents, ils sont africains, ils ont un métier difficile. Si toi tu dis que t'es fatigué parce que tu rentres de l'école, parce qu'à un moment donné, moi je trouve aussi, c'est une petite aparté, hein, mais les enfants, ils sont trop longtemps à l'école, de 8h à 18h, alors qu'ils ont 3-4 ans et tout. Si tu oses être fatigué, franchement, on va te faire ressentir que t'es pas légitime, alors que pas du tout en fait. Non, on va te rappeler tout ce qu'eux ils ont fait depuis qu'ils sont nés. Ouais, c'est ça. Oui, non mais moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça toi. Non, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça toi. Non, mais après ça va être à base de moi j'ai vécu ça, j'ai littéralement la phrase que j'entends presque tout le temps et même quand je discute avec mes copines ça devient ironique quoi. C'est la phrase j'ai sacrifié pour toi. Ça aussi, donc c'est tout le temps donc t'as pas le droit en fait, t'es pas du tout légitime de parler parce que moi ce que j'ai vécu, t'as pas vécu le quart. Ouais, c'est Sauf ça. qu'en fait je trouve que ça revient à comparer les souffrances qui est pas du tout possible tout simplement.
Et même, ça t'enlève cette légitimité. Tu te dis, non, mais j'ai pas le droit de parler. Et même, ça se traduit dans d'autres voies dans ta vie où tu te dis, bah, là, je me suis faite mal, j'ai pas le droit d'en parler. Ouais. Ou là, je suis blessée, j'ai pas le droit d'en parler. Et c'est là que ça devient problématique, selon moi. Ouais, tout à fait d'accord. Et toi, Aurélia, t'en penses quoi? Alors moi, du coup, oui. Chez moi, il y avait en fait, c'est assez mitigé. Et déjà, j'ai envie de dire, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il y avait une place pour mes émotions en tant qu'enfant ou même celle des adultes ou autour? Bah les deux, franchement. Parce qu'en fait, je pense que de ce que j'ai pu percevoir, c'est vrai que je trouve que les adultes, ils étaient soit très heureux, etc. Donc quand c'était heureux et tout, là, il n'y avait pas de souci, tu le voyais bien. Après, je pense que quand ils étaient un peu moins bien, anxieux, machin, j'avais l'impression que, en tout cas, par exemple, je sais pas moi, ma mère, pendant petite, j'arrivais pas à le percevoir forcément. J'ai l'impression qu'elle était assez... elle avait vraiment une carapace de telle sorte que tu peux pas vraiment saisir. Après, moi, en ce qui me concerne plus particulièrement, c'est vrai que c'était assez mitigé. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes de ma famille, j'avais cet espace pour m'exprimer et tout en tant qu'enfant. Et exprimer mes émotions. Avec d'autres personnes, c'était beaucoup plus compliqué. Et même, on m'a bien fait comprendre à certains moments qu'il n'y avait pas trop la place pour les émotions. Et ouais, non, c'est vrai que il y a eu des moments quand même assez difficiles aussi. Beaucoup d'anxiété également. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Beaucoup d'anxiété et même toujours par rapport à l'école en fait, par rapport à l'école, parce que je sais pas, c'est un point sûrement on va revenir dessus, mais moi dans ma famille, surtout ma famille maternelle, presque tout le monde a fait des études et des hautes études, donc bac plus 5 en montant. Et du coup il y avait toujours ce truc de faut réussir à l'école quoi, c'était vraiment le standard. Et puis même par exemple, chez moi, on faisait peut-être pas forcément trop les tâches ménagères ou même des trucs annexes qui peuvent en fait occuper un enfant. Donc, on était vraiment déchargés de ça pour quand je dis on, ma sœur et moi, pour vraiment se concentrer sur l'école. Du coup, quand t'as rien à faire à part l'école et que tu rates, c'est assez, voilà, ça peut être assez compliqué. Et aussi, personnellement, en termes d'anxiété ou même toujours sur l'école, il y avait aussi ce truc de dire que quand toute ta vie tourne autour de l'école, tu te définis, en tout cas, par rapport à ta réussite scolaire. Donc quand tu réussis, quand tu réussis, c'est top. Quand tu réussis pas, c'est aussi plus compliqué. Donc c'est un peu ça ce que je pourrais dire pour cette question. Ok. Ouais, super pertinent. Moi, j'aimerais bien rebondir sur le point où tu disais, quand il y a de la joie, on n'a aucun mal à l'exprimer. Et je trouve que ça se remarque beaucoup, rien qu'à voir dans nos cultures et tout. Il y a tout un culte autour de la joie, comment l'exprimer et tout ça. Et par contre, quand c'est la tristesse, là, c'est plus compliqué. On l'extériorise moins. Ou en tout cas, on est moins légitime. On nous laisse moins la place de l'extérioriser. Parce que moi, je sais que dans ma famille, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment la joie. Tu dois l'extérioriser. C'est important. C'est limite une obligation. Par contre, quand c'est la tristesse, attention, voilà, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, donc évite de trop extérioriser ta tristesse. Ou même en tant qu'enfant, genre ça c'est un truc, dans ma culture ça se dit, il y a des expressions dans ma langue, genre en tant qu'enfant, t'as pas de raison d'être triste quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant pourrait être triste? Genre, ça, c'est ouais, c'est ça, genre y a pas de raison, t'es un enfant, t'as de quoi manger, t'as de quoi t'habiller, t'as de quoi jouer, enfin c'est tout quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Vraiment, il y a vraiment ce truc à différencier entre la colère et les mauvaises émotions et les émotions de joie. Et aussi, je dirais aussi que, comme vous avez dit, la joie, c'est facile plutôt à extérioriser. Sauf que je trouve que la tristesse, en fait, on n'arrive pas trop à faire la différence entre tristesse et colère, tellement les deux, ils vont ensemble. Enfin, on les associe, du coup, tu te dis, mais attends, elle est triste ou elle est en colère? Ou alors, quand la personne est triste, est-ce que elle va être, on va dire, méchante parce que c'est la colère qui prend le dessus? Ok, ouais, je vois. J'ai l'impression que ça fait juste ça s'est polarisé. C'est soit on est content, là, c'est l'effet positif, soit on est triste / fâché, et là, c'est les effets négatifs. Donc, attention à comment tu vas agir vis-à-vis de la personne et tout. Ça, je trouve, c'est triste quand même. Je suis d'accord, ouais. C'est vrai que dans nos familles, des fois, il n'y a pas trop la nuance entre la colère et la tristesse. De telle sorte que la personne faut pas oublier aussi que nos parents, nos oncles, tantes et tout, ils ont grandi dans des contextes où on leur a pas appris à extérioriser correctement et à identifier leurs émotions. Du coup, eux-mêmes, je pense que des fois, quand ils sont tristes, ils le transmettent par de la colère. Parce que eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont tristes et pas juste énervés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'il fallait être fort? Parce que souvent, c'est rattaché justement à la noirceur, le fait qu'il fallait être fort. Parce que tu viens d'une famille qui est issue de la diaspora ou justement de l'immigration africaine en France.
Oui, clairement, parce que du coup, que ce soit mes parents, donc immigrés première génération, eux, c'était vraiment le truc de, faut réussir, etc. Et que t'as pas, après, il y a des tantes ou un peu, du côté maternel surtout, j'ai des tantes, etc. Donc ma mère, par exemple, elle avait quand même un entourage, contrairement à mon père qui est vraiment venu, genre il était le premier de sa famille à venir en Europe, etc. Et du coup, il y a un peu ce truc de, j'ai pas trop de filet de sécurité, donc faut que je m'en sorte et tout, parce que après, et limite, faut que je m'en sorte pour après aider les autres qui sont restés. Voilà. Après, moi, dans mon cas précis, je suis l'aînée. Donc, je pense que c'est... S'il y a des... Enfin, vous, c'était des... Oui. Ouais, ok. Bon, on pourra en parler aussi. Parce que du coup, le fait d'être l'aînée, c'est une chance, mais un poids aussi quand même qui est pas négligeable. Parce que du coup, il y a le truc de dire, voilà, faut que tu réussisses, faut que tu sois l'exemple. Faut être fort, forte. Du coup, dans mon cas, faut aider tirer après ma sœur, etc. Donc il y avait pas trop forcément la place pour ne pas être trop bien ou ne pas être parce que du coup j'avais quand même aussi un peu ce truc d'être un exemple du coup pour ma sœur, ma petite sœur. Et non, c'est vrai que il y a pas trop l'espace en effet pour être parfois fragile ou même vulnérable, même pas fragile, vulnérable, je pense que c'est le terme. Il y a des personnes avec qui j'avais cet espace, d'autres avec qui malheureusement je l'avais pas. Et du coup après l'enjeu c'était de comprendre et de vite comprendre après avoir eu quelques blessures et quelques douleurs à qui tu peux vraiment te confier quand t'as besoin et à qui malheureusement c'est pas possible quoi. Ok. Donc, voilà. Je pense que je peux totalement relate. C'est littéralement la même chose. On te fait vite comprendre dès ta naissance, dès la naissance des enfants qui suivent, que c'est toi l'exemple. Ce que tu fais, les autres ils vont faire. En fait, c'est juste une continuité de tes actions. Et aussi, moi dans ma culture, il y a un mot qu'on dit, c'est le mouniel. En gros, t'es obligé de patienter, d'être patient et de supporter limite en fait, parce que c'est non seulement pour ton bien à toi, mais pour le bien des autres. Et surtout pour le bien des autres. En fait, en tant qu'aînée, t'as un peu ce truc de oui, tu dois être forte parce que ton sacrifice bénéficie à tout le monde. Donc oui, tu dois étudier, par exemple, aujourd'hui, je pense que si jamais on dit à nos parents, non, c'est bon, j'arrête les études, j'aime plus, je pense que j'ai non seulement déshérité, mais encore plus loin. Mais hormis ça, nos parents aussi, moi, mes parents, je pense qu'ils n'étaient pas du tout aînés. C'était pas les aînés, mais ils avaient quand même ce truc de, oui, ma grande sœur a fait ça, donc il faut absolument que moi aussi je fasse de grandes études. Mon grand frère à déménager très tôt, s'est débrouillé tout seul, donc moi aussi ça sera le cas, jusqu'à ce que moi je sais qu'un jour mon père il m'a dit, il m'a nommé d'après sa grande sœur, donc l'aînée, et il m'a dit elle est comme ça, donc en fait je m'attends un peu que tu sois comme ça, tu vois. Et je me dis que en fait ça pousse le délire un peu trop loin, parce que mis à part, on est tous des personnes différentes. C'est ça, donc tu peux pas m'attendre à ce que je sois un copier-coller de ta grande sœur, ça n'a pas vraiment de sens. Et je me dis que c'est des petits poids comme ça qui rajoutent à ta conscience, qu'ils peuvent pas forcément comprendre s'ils ont jamais été aînés, et que toi finalement tu dis t'essaies de te réfugier ailleurs, par exemple de faire de l'école ta personnalité, parce que c'est la seule chose qui te définit finalement, et c'est toi qui as le contrôle sur comment tu vas gérer la chose, et ce qui fait que ça devient toi, ça devient ta personnalité, parce que c'est la seule chose où tu as le contrôle. Ça amène à des comportements tels que de chercher à être parfait partout et tout, et c'est ça, et d'être toujours le perfectionnisme, voilà, et que ça soit en fait néfaste pour toi sur le long terme, et tu vas forcément t'en rendre compte que ça te définit pas. Et c'est là que ça va faire mal, parce que tu vas te rendre compte que en fait tout mon monde il s'écroule et je sais plus qui je suis. Et ça tu peux pas en parler, parce que encore une fois, t'es l'aîné, tu dois être fort et tout. Je pense que c'est pas forcément un problème typiquement lié aux aînés, mais ça touche un peu tout le monde. Sauf que je pense que tous. Non, les aînés, faut le dire, vous avez le droit, c'est chaud pour vous. Moi, je suis la dernière. Non, ok, ouais, non, je vois. Et justement, le fait que tu dises que l'école, t'avais l'impression que t'avais un contrôle dessus, justement, je pense que cette année, t'as pu te rendre compte que ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, parce qu'en tant qu'humain aussi, il faut le dire, on a du contrôle sur très, très, très peu de choses. Et donc, justement, se servir d'une chose extérieure sur lesquelles tu n'as pas du tout de contrôle pour te définir, c'est extrêmement galère. Et surtout, on est dans une société qui veut se définir dans un moule. C'est-à-dire que il faut que tu réussisses à trouver un type de personnalité précis et qui n'est pas mouvant. Ça veut dire que il faut que tu dises soit t'es la diva, soit t'es la princesse, tous les styles quoi. Mais il faut que ça soit un style précis. Alors qu'en tant qu'humain en fait,
au vu des expériences que tu vas vivre, tout ce à quoi tu seras confronté, bah en fait, il n'y a pas une seule définition de ta personne. Et donc, ça aussi, savoir se défaire de ça, d'une définition qui est immobile de sa personne, bah ça, c'est un peu compliqué. Après, au fil des années, ça évolue. Enfin, après, je pense que cette pression, c'est à cause des réseaux sociaux aussi, principalement. Parce que tu te réveilles tous les 4 matins, tu as une nouvelle esthétique qui sort. C'est ça. Donc, il faut que je sois une clean girl, il faut que je sois une... J'ai plus de nom. Mais voilà. Office, tout ça, des trucs comme ça. Toujours des trucs comme ça, ce qui fait que toi, tu te dis, mais en fait, je suis qui ? Et t'as déjà le stress de te dire, il faut que je trouve qui je suis. Mais t'as aussi ce stress de te dire que la personne que je décide d'être, il faut qu'elle convienne à la société aussi. Non seulement entre culture et modernité, un peu. Tu te dis, est-ce que finalement, je trahis pas mes origines en essayant d'être quelqu'un d'autre ? Parce qu'on va dire, ah, mais ça fait trop blanc, ça fait trop tout pape et tout. Or que non, bah finalement, t'es un être humain à part entière. Et puis, ils peuvent pas s'attendre à ce que t'aies grandi, on va dire, en Europe, en France, mais que tu vives selon les normes du pays d'origine, c'est ça. Et ça, pays d'origine que tu ne connais pas. Non, mais il y a un moment donné, il faut le dire aussi. De toute façon, on a fait l'épisode sur le voyage. Enfin, la plupart du temps, malheureusement ou heureusement, des fois, tu connais pas du tout ton pays d'origine, comment les gens vivent là-bas. Et des fois, même, parce que moi, c'est quelque chose, ça m'est arrivé, genre, t'as juste la vision de tes parents du pays d'origine. Ça veut dire que moi, par exemple, très longtemps, avant que mes frères et sœurs ils viennent, parce qu'ils ont grandi au Sénégal, genre, j'avais la vision archaïque de ma mère sur le Sénégal. C'est-à-dire, les filles là-bas, elles sont calmes, elles se comportent comme ça et tout. Et après, quand je vois ma sœur arriver, je me dis, mais elle est tout à fait moderne, entre guillemets, genre, parce qu'en fait, le monde évolue. Et des fois, vos parents, ils ont une vision qui est très archaïque du pays d'origine. Et toi, t'es là... T'as 5 ans, t'as cette vision-là, alors que pas du tout, quoi. Parce qu'ils s'attendent à ce que, quand une fois qu'ils reviennent, qu'ils le retrouvent dans le même état. Exactement comme ça, c'est ça, ouais. Et moi aussi, je suis d'origine sénégalaise, ce qui fait que c'est toujours un comparatif à base de... Non, mais un exemple tout bête. Là-bas, elles sont super pieuses et tout et tout. Pas du tout. Non, je veux pas dire pas du tout en mode, il n'y a pas de pieuse là-bas. Non, bien évidemment. Non. Mais en vrai, ce qu'on veut te faire comprendre par cette remarque, c'est... Contrairement à toi, elles sont bien dedans dans le digne et tout, tu te rends compte que c'est pas du beaucoup d'ostentation, malheureusement, mais bon. En fait, moi, je relate quand même assez avec tout ce que vous évoquez. Après, moi, il faut savoir que j'ai été l'aînée pendant un moment, et après, mon frère, il est venu, du coup, j'étais plus l'aînée. Et c'est vrai que j'ai aussi eu ce côté où je me définissais beaucoup par l'école, etc. Sauf que moi, j'avais quand même ce truc où mes parents, en soi, ils ont jamais mis la pression sur moi parce que je trouve qu'il y a un effet de cercle vicieux. Donc toi, en tant qu'enfant, t'essayes d'être un enfant un peu modèle, d'être calme, etc. Ça veut dire que finalement, ils ont même plus besoin de placer des attentes sur toi parce que tu le fais toi-même. Et qu'en fait, il y a ce stress où parfois, moi, j'étais à l'école, j'étais genre une stressée de la vie, une perfectionniste aussi. Fallait me voir quand j'avais pas la note qu'il me fallait, en train de péter des câbles sur tout le monde. Et du coup, les profs, ils pensaient que c'était à cause de mes parents qui mettaient la pression et tout. J'étais en mode, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'était pas à cause de mes parents. Pas directement, en tout cas. C'était vraiment à cause de moi. Et donc, bah oui, voilà. Après, moi, il faut savoir que j'ai développé une personnalité où... on dirait pas comme ça. Hein. J'ai quand même essayé de mettre assez tôt des limites avec mes parents. C'est-à-dire que... moi, je pense que la technique, c'est que même si tu penses qu'il n'y a pas la place pour tes émotions, faut le faire quand même. Moi, j'ai toujours été une grosse pleureuse. Hein. Et genre, on m'engueulait toujours quand je pleurais. En train de me dire, arrête de pleurer, tu peux pas pleurer pour ça, etc. Mais à l'heure actuelle, je suis encore une grosse pleureuse. Donc, pour vous dire que... ça va changer. Même si on dit, arrête de pleurer, moi, je continue. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on l'accepte. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Des fois, il faut juste s'imposer. Hein. Franchement, surtout les émotions un peu négatives comme ça, faut pas que ça reste. Hein. Faut vraiment pas que ça... Sinon, ça s'accumule. Que ça s'accumule, parce qu'après, ça fait des choses mauvaises. Comme on dit, choquer-les. Non, mais oui, mais c'est ça, vraiment, faut les choquer. Non, moi, dès que j'étais contrariée, je commençais à péter des câbles sur tout le monde. Et après, on s'est dit, elle, ça sert à rien de lui demander ça. Elle, ça sert à rien de lui dire ça. Et donc après, j'étais tranquille, entre guillemets. Donc voilà, je réagis à 3 questions d'un coup. Mais genre, c'est vrai qu'on l'a abordé dans le prisme familial, mais il y a aussi ce truc de tu dois être fort en tant que personne noire, tout simplement, quand t'es en extérieur, quoi. Et quand t'es confronté à des gens qui sont pas forcément noirs. Et donc... j'avoue que moi aussi, je suis une grosse pleureuse de base. Hein. Mais justement, moi, à un moment donné, je me suis mise à arrêter de pleurer. Bon, parce que ma mère, ça, c'est quelque chose, ça l'agace. Ça ne passait pas. Elle me mettait des coups de pression et tout. Donc, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, arrête de chialer. Mais au-delà de ça, quand tu es dans un environnement où, moi, personnellement, j'ai grandi dans des environnements où j'étais toujours la minorité, genre la seule personne noire et tout, bah, tu as ce truc où tu dois être fort, mais au-delà d'être fort, tu dois être parfaite. Parce que...
quand t'as 5 ans, tu vas pas dire oui, c'est parce que je représente les Noirs. Tu l'as pas conscientisé, ça c'est complètement faux. À 5 ans, tu te dis pas ça dans ta tête. Mais on te fait bien comprendre que enfin, si tu bifurques un petit peu, si tu fais une petite erreur, si tu pleures, ou ça sera pas pris en compte de la même façon, on n'aura pas la même réaction avec toi. Et donc, moi, j'avais ce truc d'être forte, mais pas chez moi, mais à l'extérieur, parce que justement, j'étais la seule enfant noire dans l'établissement, quoi. Ça, j'avoue que c'était plus compliqué qu'à la maison, quoi. Et tu penses que si t'avais eu à être et forte à la maison et à l'école, au bout d'un moment, ça aurait pas... Ah ouais, avec ma personnalité, ça n'aurait jamais marché. Parce que, en fait, moi, je sais qu'à des moments, genre, j'avais des crises de larmes, à des moments où, genre, par exemple, on allait me dire un petit truc, et genre, j'allais m'effondrer, mais plus qu'il ne fallait par rapport à la situation. Et après, c'est ça. Avec le temps, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est parce que il y avait une accumulation, il y avait ce truc il fallait vraiment être parfaite et tout. Donc, si, en plus, à la maison, il fallait que je tienne, que je sois forte, que je monte pas mes émotions, je vais aller mourir, je pense. Ça n'allait pas fonctionner, je pense. Alors, pour l'instant, on a beaucoup parlé des attentes, surtout en tant qu'aîné ou par rapport à la scolarité, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types d'attentes qui ont pu avoir un impact sur votre santé mentale ? Notamment, je sais pas, des attentes culturelles peut-être. Parce que du coup, à un moment, tu parlais du fait qu'on te comparait parfois avec du coup des filles du pays, etc. Notamment mes cousines qui vivent, par exemple. Oui, voilà. Mais c'était plus le fait que, par exemple, que je devais, parce que moi je suis d'ethnie Peul et Wolof, et ben on s'attendait à ce que je parle les deux, en plus du fait de pas vivre là-bas, et de parler et français, et d'exceller à l'école, et etc. Et du coup, de parler anglais, espagnol, chinois LV2, enfin LV3, coréen aussi. Mais voilà, ça faisait beaucoup, et je pense que, heureusement, moi, ça m'a jamais atteint ce genre de choses-là, parce que je suis pas quelqu'un qui me compare à la buzz, enfin, je m'en fiche. Si la personne réussit, c'est tant mieux, si elle fera mieux. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui me concentre toujours sur moi. Mais je pense que, par exemple, ma petite sœur, elle, ça a dû l'atteindre. Parce que c'est plus des gens qui sont de son âge. Enfin, on la compare plus à des gens elles ont littéralement 2 mois d'écart, des trucs du genre et tout. Et je pense que elle, ça l'a beaucoup affectée. Mais après, moi, je pense que je me mettais déjà assez la pression scolairement, avec le perfectionnisme et tout. Comme tu as dit, ça devenait plus en fait une attente des parents, mais une attente de toi-même. Et je pense que globalement, je vois pas autre chose comme ça, vraiment, qui m'est vraiment... Sinon, ça aurait été vraiment des micro-agressions que je me serais faites toute seule et tout. Mais globalement, hormis les gros sujets, je pense pas. Tu évoquais tout à l'heure le fait de parfois te sentir... Moi, je dirais un peu enclavé parce que, par exemple, si tu faisais certaines choses, on allait dire que ça faisait trop blanc, etc. C'est ça. Ça venait plutôt de ta famille ? Est-ce que ça venait plutôt de l'extérieur ? De l'extérieur, des gens que tu aurais eu notamment à fréquenter au lycée. Donc, je viens de banlieue et tout. Sarcelles. Du coup, c'est plus... Oui, mais si tu fais des comportements de blanc, tu serais en train de lire un livre, je sais pas moi, dans la cour assise, ça serait « Ah, mais arrête, pourquoi tu fais ça ?» Tu passes plus de temps au CDI, « Non, mais pourquoi tu fais ça ?» Vraiment, t'as des comportements de... Même le fait juste d'avoir de bonnes notes, on va dire, pour eux, c'était considéré comme quelque chose de blanc. Ouais. Et je trouve ça triste parce que du coup, c'est pas une micro-agression, c'est une micro-agression qui sort du cadre familial. Et tu te dis que, ok, je dois être forte chez moi, je dois un minima être forte dehors pour pas, on va dire, subir, mais finalement, je suis comprise par personne. Après, je me dis que quand je suis arrivée en première année d'études supérieures, ça a un peu changé parce que j'ai pu rencontrer des gens comme moi, moins de jugement. Mais oui, la transition, elle n'a pas été facile et ça a été extrêmement choquant, je trouve, pour moi en tout cas, et perturbant. Et toi, Aurélia ? Moi, en vrai, en termes d'attente familiale et culturelle, c'est surtout l'école. Donc, je vais pas encore épiloguer dessus parce qu'on en a déjà vraiment parlé en long, en large et en travers. Mais du coup, ouais, c'était surtout lié à l'école, quoi, réussir. Et même après, en fait, une fois que... En fait, c'était d'abord les attentes extérieures, donc montrer que vraiment l'école c'est important, etc. Et après, c'était devenu intérieur. Et même, donc déjà moi je me mettais du coup une certaine pression, mais aussi en plus de ça, il y a un peu cette peur de pas décevoir qui est développée. Donc par exemple, quand t'as été, enfin même les parents ou les proches, etc., quand ils sont habitués à te voir réussir, après quand tu réussis, c'est normal. D'un côté c'est normal, donc pas que forcément on diminue l'effort qui a été fait, on simplifie l'effort qui a été fait, mais c'est surtout que on attend pas forcément autre chose, tu vois. C'est-à-dire que c'est Aurélia quand même. Je veux dire, elle est habituée à réussir et elle va toujours réussir, etc. Donc, et après, du coup, bon, il y a des moments, c'est vraiment très galvanisant parce que du coup, ça fait, tu te dis, ouais, il faut que je le fasse et tout, même ça motive et tout, mais il y a des moments aussi, ça peut être assez
assez difficile. Surtout en tant que femme, faut le dire. Hein. Voilà. Mais après, sinon, vraiment, à part ça, je pense en termes d'attente culturelle et familiale, un truc, ah oui, peut-être, je sais pas si vous pouvez relate avec moi, je sais pas, mais par exemple, moi, du coup, ayant des parents immigrés première génération et une famille qui a, même académiquement parlant, qui a bien réussi, professionnellement qui réussit et tout, il y a un peu cette pression de se dire, je peux pas faire moins qu'eux. Ouais. Genre, ça c'est un peu, c'est le standard, tu vois, la barre, elle est haute, mais c'est ton minimum, en fait, parce que eux, ils ont déjà réussi à le faire. Ils m'ont, enfin, moi, ma sœur et tout, on nous a mis dans un certain confort et tout. Donc, on a tous les outils pour étudier, etc. Donc, et après, bon, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la réussite de quelqu'un. Je dis pas que, voilà. Mais du coup, t'as quand même déjà ce truc de te dire, ah ouais, eux, de là, ils sont partis, ils ont fait ça. Donc, il faut juste aller en montant. Genre, tu peux pas, voilà, tu peux pas faire moins. Et même un truc que mon père, il dit souvent, c'est, lui, son mantra, c'est les générations doivent s'améliorer. Donc, à partir de ce moment-là, le message, tu vois, il est reçu 5 sur 5. Mais après, voilà. Donc, il y a des moments où, oui, c'est intériorisé. Donc, c'est une pression, enfin, pas une pression, mais je veux dire, une source de motivation, mais intérieure. Et après, il y a des moments où ça peut être plus difficile à gérer. Ça dépend des fois. Justement, juste pour rebondir sur le fait que tu as dit cette peur de décevoir, moi je trouve qu'au-delà de la peur de décevoir, c'est plus profond, c'est la peur de ne pas être aimé parce qu'on ne fait pas assez bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, en fait, t'es dans l'effervescence et tout, surtout qu'en plus, il y a beaucoup de facteurs qui se cumulent dans le sens où on est des femmes issues de l'immigration, etc. Mais au-delà de ça, on vit à Paris avec un rythme qui est déjà assez élevé. Et donc, quand on te dit que tu dois faire 2 fois plus, tu as déjà ce rythme qui est élevé et toi, tu le multiplies par 2. Donc, tu bosses encore plus. Et du coup, tu es dans l'effervescence et tout ça. Et après, tu prends pas le temps de te poser et de te dire, en fait, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais parce que j'ai envie? Parce que c'est mes objectifs? Ou parce que, en quelque sorte, je le fais pour plaire aux autres. Et donc, comme je veux plaire aux autres, en quelque sorte, c'est que j'ai envie de me faire aimer d'eux. Et donc, ça, je trouve que ça dénote d'un certain truc de... Tes parents, en fait, peut-être, ils t'ont pas assez montré quand t'étais petite, dans ta prime jeunesse, dans ta prime enfance, que peu importe ce que tu fais, en tant que parent ou en tant qu'entourage, famille, l'amour, il est inconditionnel, tu vois. Moi, c'est une question que je me pose et du coup, je me dis toujours, il faut qu'à mes enfants, je leur montre que peu importe ce qu'ils feront, mon amour pour eux, il sera inconditionnel, tu vois. Ouais. Après, je pense que ça, c'est... je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense que ça, c'est vraiment dur à comprendre qu'un parent t'aime. C'est dur à comprendre peut-être quand t'es dans la phase en fait de la jeunesse où toute ton identité tourne autour par exemple de l'école, etc. Et que tu t'as pas encore fait ce détachement. Mais après, comme t'as dit, il y a toujours un moment où ça casse. Ouais, et le moment où ça casse et qui est très déstabilisant et qui est très vraiment de la remise en question, en fait, c'est... Après, je ne veux pas généraliser, mais je pense, parce que c'est quand même aussi comme ça que je l'ai vécu, c'est le moment en fait où tu te rends compte aussi que l'amour des parents, il est inconditionnel. Parce qu'au moment où peut-être tu pouvais t'attendre à, je sais pas, des reproches, ce genre de trucs, c'est là où ils sont là, ils te disent, faut qu'on t'aide et tout, comment on fait, machin. Donc c'est... Ouais. Ou alors peut-être, ça c'est vraiment mon hypothèse, je sais pas, mais peut-être aussi il y a ce truc où c'est encore... quand c'est aussi dans la jeunesse, c'est pas encore... Peut-être des échelles un peu de gravité un peu différentes. Ou alors les enjeux, peut-être, qui sont un peu différents. C'est-à-dire que quand t'es plus jeune, aussi, peut-être qu'il y a cette idée d'orientation. Donc, il faut que tu t'ailles bien à l'école, etc. Après, t'as ton bac et tout. Après, tu vas en études supérieures. Mais après, une fois que t'es déjà dedans, les enjeux sont plus trop les mêmes. Donc, même la relation avec les parents, elle peut changer. Même le rôle qu'ils vont avoir, au lieu d'être vraiment dans la correction, on va dire, ce genre de truc, ça va plus être du conseil. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de ça qui joue. Je me dis. Et moi aussi, je trouve que, pour rebondir aussi sur ton idée, c'est que justement, le fait qu'il y ait cette cassure, ça permet aussi de révéler une autre phase des parents qu'on n'avait jamais vue avant. Ouais. Et ce qui fait que c'est assez rassurant. Tu te rends compte, en fait, ils sont plus là pour... Enfin, je suis plus censée avoir peur d'eux. Mais limite, ça commence à développer une relation où je me sens pas bien, je peux leur demander conseil. Mais un conseil que j'aurais jamais osé leur demander, tu vois. Et je trouve que... Enfin, c'est l'un des seuls côtés positifs sur cette cassure, parce que toi, en tant que personne, tu sais plus qui t'es, tu cherches à te découvrir. Et je pense que ça, c'est dans la continuité logique des choses. Mais du coup, c'est
paradoxalement à cette phase-là qu'on arrive à se dire que j'arrive à me confier à mes parents, j'ai plus besoin d'être extrêmement forte devant eux et que limite ils me comprennent, alors que je trouve que ça devrait être l'inverse quand même. Commencer dans l'enfance et après dans l'adolescence voire l'âge adulte, ça devrait changer, mais ça c'est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai. Et juste moi en termes d'attentes culturelles, je trouve que on en a pas parlé, mais il y a aussi les attentes physiques. Voilà, parce que on parle beaucoup d'école et tout. Après, je rentre un peu dans les clichés, mais je sais qu'Aurélia, toi, t'es camerounaise, donc j'avoue que l'école, l'excellence et tout, c'est vraiment très important pour vous. Et des fois, le physique, on vous met pas trop la pression dessus. Enfin, ça, je vais pas parler au nom de toute la communauté, pardon. Mais en vrai, ça, je me dis peut-être que ça doit varier par ethnie, peut-être. Moi, je suis Bamileke. Après. En tout cas, après même, j'ai grandi dans une famille où le plus important, c'était l'école. Ouais. Après, bon, oui, il y a un peu des trucs de... Bon, faut pas être trop négligé quand même, faut être un peu présentable et tout. Mais bon, le focus, c'était l'école. Ouais. Après, je sais pas, est-ce que c'est propre à ma famille? Est-ce que c'est propre à notre ethnie? Est-ce que c'est propre à tout le pays? Je sais pas. Mais ouais. Parce que moi, je sais que, genre, typiquement, que ça soit dans mon ethnie ou du coup dans mon pays d'origine, les femmes sénégalaises, qui plus est, on va dire sénégalaises en général, elles sont reconnues pour être belles et tout. Et du coup, t'as vraiment cette pression d'un côté, dans ta famille, dans ton cocon aussi, où vous êtes dans un environnement où les gens font des études, du coup, t'as intérêt à bien bosser à l'école et tout, à ramener des diplômes. Mais en même temps, il y a ce truc de, tu restes une femme sénégalaise, du coup, faut bien se présenter et tout. Et je sais que, typiquement, il y a des petites pressions que moi j'avais dans mon enfance et que beaucoup de femmes sénégalaises avaient, qui sont pas présentes dans d'autres familles. Par exemple, le fait de mettre des boucles d'oreilles, je sais que ça peut paraître anodin, il y en a qui se percent les oreilles, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, mais au Sénégal, les mères ne blaguent pas avec le fait qu'il faille mettre des boucles d'oreilles. Genre, je sais que typiquement, ma mère, si je sors et que j'oublie de mettre mes boucles d'oreilles, ce qui est rare, elle va dire, mais elles sont où tes boucles d'oreilles? Genre, même pas bonjour, hein, elles sont où tes boucles d'oreilles? Tu vois, tu sors comme ça, comme un chien sans laisse, tu vois, c'est quoi ton problème? Mais au-delà de ça, genre... je trouve que, en fait, moi, c'est une hypocrisie qui m'a fatiguée à un moment. C'est ce truc de, tu dois être belle, la femme ne se définit que par sa beauté, parce qu'au final, même si les gens ne le disent pas clairement, mais dans leur façon de définir les femmes et tout, de les complimenter, c'est toujours porté sur le physique, en tout cas dans ma culture. Et quand, au final, toi, tu deviens une personne qui est très portée physique, qui va tout faire, mettre des artefacts et tout pour essayer de remplir ces codes de beauté-là, après, on va te dire, t'es très superficielle, mais pourquoi tu passes autant de temps dans la salle de bain? Pourquoi tu t'intéresses autant à ton physique? Et genre, à un moment donné, moi, je me suis dit, mais attends, vous êtes des gros hypocrites. Toute la journée, la femme, elle se définit que par sa beauté, et après, quand elle essaye d'upgrade sa beauté, elle est superficielle. Après, je me suis dit, allez, c'est bon. Allez vous faire voir. Je vais faire comme je veux, tu vois. La remarque sur les boucles d'oreilles, ma grand-mère, elle me l'a fait il y a 2 jours. C'est trop la base. Ah non, les Sénégalaises, elles veulent pas collier. Non, mais tu vois, t'as le cou nu, là, c'est pas normal. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui cloche, genre. Non, mais moi, ça a été une sorte de révolte de ma part. J'ai dit, allez, ça y est, j'en ai marre. Enfin, je m'habille, si j'ai envie de m'habiller comme un sac poubelle, je m'habille comme un sac poubelle et tout. C'est pas passé au début. Puis ils se sont dit, est-ce qu'on a le choix? Finalement, c'est elle qui s'habille, elle a l'âge de s'habiller. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que j'aime pas être coquette, me faire belle et tout, mais je trouve que le rythme de la vie fait que c'est pas tout le temps, tu peux pas tout le temps être full face. En fait, ils s'attendent vraiment à ça. Genre, tu fais un big full face et tout. Surtout, un truc avec lequel je rigole pas parce que bon, on va dire ça a été un peu un héritage. Je peux ne pas être, on va dire, à mon top présentable et tout, mais l'odeur corporelle, je rigole pas avec. Et je pense que ça a vraiment été un héritage de ça. Et c'est triste parce que les garçons, c'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Eux, c'est limite, faites votre vie comme vous le sentez, et puis un jour ou l'autre, vous vous rangerez. Et ça, c'est double peine, quoi, pour la femme. Mais bon. Je suis d'accord. Ok, donc là on a évoqué quand même plusieurs types de problématiques, que ce soit au niveau des attentes, des pressions. Est-ce que vous finalement vous pensez que certains traumatismes ou difficultés peuvent se transmettre entre générations, surtout dans les familles issues de la diaspora? Oui, of course. Oui. Totalement. Allez-y, développez. On est là encore. Pourquoi totalement? Parce que je pense qu'un problème, pour qu'il soit transmis, il faut qu'il n'ait pas été traité. Et je pense que pour beaucoup de parents issus, par exemple, première génération d'immigrés, ils avaient, on va dire, autre chose à penser que le fait de travailler sur soi et même de faire une introspection pour savoir les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées qu'on leur a transmis plutôt.
Et du coup, c'est toujours plus facile de dire, de légitimer en fait, de dire que étant donné que j'ai vécu ça, ça m'a pas tué. Donc en vrai, pourquoi je transmettrais pas ça à mes enfants? Je pense que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, juste une intention de faire grandir l'enfant et d'élever son enfant tout simplement, parce que je pense que personne met au monde quelqu'un en le détestant, sauf exception près, mais bon. Et du coup, je me dis que c'est pas forcément voulu, mais c'est totalement transmis, quoi, parce que ça n'a pas été traité. Et du coup, toi, en tant que, on va dire, seconde génération ou descendant plus bas, antérieur, du coup, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai pris conscience de ça grâce par exemple, aux réseaux sociaux, peut-être. Du coup, je dois, non seulement de toutes les choses dont je dois travailler et tout pour me connaître, je dis que en fait, je dois aussi traiter ce problème-là pour m'en sortir et pas le transmettre à quelqu'un d'autre, parce que moi, ça m'a détruit, en fait. Mais j'ai dû jouer la carte de la personne forte et tout. Et du coup, je trouve ça un peu triste que ça soit à nous de travailler dessus et pas forcément à eux, parce qu'ils l'ont peut-être même pas conscientisé, de se dire que peut-être j'ai pensé bien faire, mais c'était pas le cas. Donc ça, je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas de solution et voilà. Mais je pense que globalement, c'est par ça que ça se transmet. Je pense, moi, j'aimerais peut-être apporter une petite nuance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises quand même par les parents, que ce soit leur peur, leur frustration, leur déception même, où tu te dis, oui, moi j'ai raté sur ce truc, mais je veux à tout prix que mon enfant réussisse, etc. Parce que le parent voit sa réussite en fait à travers son enfant, et du coup, effectivement, ça peut générer beaucoup de pression, beaucoup de pression de réussite, de pas vouloir décevoir, etc. Ça, c'est totalement vrai. Et du coup, il y a ce travail à faire de conscientisation et de déconstruction même, de te dire, bon voilà, certes, j'ai envie de faire telle chose, mais ça me définit pas. Genre, si je le fais pas, bon, après, ça dépend de la chose quand même, mais si je le fais pas, normalement, c'est pas censé, enfin, ça va quoi, le monde n'est pas censé s'écrouler non plus. Donc, il y a quand même ce truc de bien séparer, mais ça, je pense, ça vient avec le temps. Quand t'es plus jeune, juste tout, genre, je sais pas, t'as une mauvaise note, c'est dramatique, tu t'es mal orienté, ça y est, enfin, ton avenir, il est totalement gâché, etc. Alors que pas du tout, au final, chacun retourne sur ses pattes. tu vois, chacun retourne sur ses pattes et tout. Alors que sur le moment, tout paraît très dramatique. Après, avec le recul, tu te rends compte que non, ça l'est pas. Mais par contre, là, je dis ça, bien sûr, avec justement le recul, genre vraiment. Mais par contre, c'est vrai que même pour les parents, je pense que eux aussi, il y a quand même ce truc de eux-mêmes, ils héritent de quelque chose. Donc en fait, même c'est vrai, certes, ils ont peut-être pas tous fait, certains ont dû le faire, d'autres l'ont pas fait, le travail de déconstruction, mais eux-mêmes héritent de quelque chose. Et je pense que eux-mêmes, en fait, comme on en a un peu parlé tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de la cassure, etc., le moment où la relation avec l'enfant, elle change vraiment, je pense que eux-mêmes, en fait, ils apprennent, enfin, ils corrigent, en fait, ce qu'ils ont pu peut-être mal faire dans le passé. Ils essayent de rattraper un peu, de corriger. Ça, bien sûr, ça rattrape pas toujours tout, ça n'excuse pas tout, mais il y a aussi enfin, je pense qu'il y a quand même aussi un peu de... Une certaine remise en question de leur part. Il y a quand même une certaine remise en question de leur part. Et après, moi, personnellement, pour après mes enfants, je me dis, enfin, tel que je l'envisage à l'heure actuelle, faire ce travail, c'est vrai que c'est demandant. Genre, c'est même en termes d'énergie, en termes d'investissement et tout, c'est dur, même émotionnellement, c'est dur. Mais je le vois pas forcément comme, ah, purée, pourquoi c'est à moi de le faire alors qu'ils l'ont pas fait. Je le vois, enfin, mes parents, du coup, je le vois plus en mode, ok, les générations s'améliorent, donc moi, je vais peut-être apporter autre chose. Et même dans tout ce qu'il y a eu avant, il y a des trucs qui sont quand même bons à apprendre. Et je me dis plutôt, quelles sont les choses que je peux vraiment garder, parce que le fond, quand même, est bon. Le fond est bon, la forme, parfois, un peu moins. Et après, juste changer la forme, et après, voilà. Et après, même nous, même quand on fait même quand on va faire ce travail ou qu'on fait déjà ce travail, rien garantit qu'on sera on sera pas les parents parfaits. Le but, c'est pas de les diaboliser. C'est pas du tout de les diaboliser, parce qu'eux aussi, c'est leur première fois en tant que parents. Justement, mais c'est sûr que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ont vécues qui se répercutent et qu'il faut faire attention et pour casser, quoi. Après, je dirais juste que toutes les générations ont eu des bons côtés, des mauvais côtés. Justement. Ça serait un peu injuste de dire qu'ils ont pas fait ce travail-là, tu vois, parce que forcément, ils ont déconstruit beaucoup de choses. Mais bon, je dirais que ça se transforme globalement, pour répondre à la question, oui, enfin, ils ont un impact, enfin, ça se transmet, c'est générationnel, mais cependant, je considère que chaque génération a fait quand même un minimum le travail pour déconstruire, et peut-être à la fin, dans plusieurs centaines de milliers d'années, on arrivera à une
à une lignée qui, elle, aura tout déconstruit. Et même comme tu as dit, nous, ça ne nous garantit pas d'être d'excellents parents avec zéro trauma à transmettre. Donc, bon. Après, je pense aussi il y a une question de génération, mais même, je veux dire, avec l'ère des réseaux sociaux, l'accès à l'information, même de manière globale, la dédiabolisation de la santé mentale. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui fait que, enfin, pour nous, certes, c'est demandant, mais c'est quand même plus acceptable, on va dire, de se renseigner sur ces thématiques-là, plus facile aussi. Et plus facile, peut-être contrairement à leur génération, où c'était vu comme soit quelque chose d'assez mystique, peut-être dans certains cas, ou quelque chose une maladie des blancs, ou je sais pas. Donc, enfin, des maladies, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Mais ouais. Mais en vrai, juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi je trouve qu'il y a eu ce travail de déconstruction de nos parents. C'est juste que c'est pas employé avec les termes que nous on emploie. Et du coup, des fois, je trouve avec du recul, hein, bien évidemment, moi c'est des termes que j'ai employés, mais avec du recul, je trouve que les termes qu'on emploie un peu pour qualifier un peu les comportements de nos parents, c'est un peu du mépris intellectuel, parce qu'on a du coup acquis certaines connaissances, et du coup comme eux ils ont pas ces connaissances là, des fois on est en mode ils ont pas fait ça, ils ont pas travaillé sur ça, et du coup on va beaucoup les juger, alors que si au final on compare leur éducation par rapport à celle que eux ils ont reçue de leurs parents, il y a quand même une amélioration dans le sens qui nous arrange en tout cas, et surtout on place des attentes qui sont trop hautes en comparaison à des gens qui ont fait un travail depuis beaucoup plus d'années. C'est-à-dire que, je vais parler clairement, du coup, on est des Africains, on a fonctionné avec notre prisme. Nos parents sont venus, des fois, on est là, la première génération. Moi, je sais que ma mère, c'est première génération qui arrive en France. Et du coup, on les compare à des parents blancs qui ont fait un travail depuis, on va dire, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. Sauf que les attentes, elles sont beaucoup trop hautes, tu vois, d'une génération à une autre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que nos parents, ils aient fait le travail de 200 ans, 300 ans, ce qui est pas possible. Donc, je trouve que c'est important d'avoir quand même des attentes. Parce que du coup, après, nous-mêmes, le but, c'est qu'on se les fixe à nous-mêmes pour avoir une meilleure éducation pour nos enfants. Mais faut pas les placer trop hautes, parce que des fois, après, tu as un certain dédain et un certain désamour pour tes parents, ce qui est dommage, alors qu'à la fin de la journée, comme tu l'as dit, Salamata, c'est la première fois qu'ils sont parents, c'est la première fois qu'ils sont sur Terre. Donc, faut être plus indulgent, quoi. Comme tu as dit, après, je pense qu'à une plus grosse échelle, ça se répercute aussi autrement. C'est le fait qu'on s'attend que les pays africains soient d'autant plus développés ou développés comme les pays occidentaux, or que c'est pas la même histoire, c'est pas le même passé, et c'est exactement ce qui se produit, mais à petite échelle avec nos parents. Et comme tu as dit, par exemple, des personnes qui sont qui changent de classe sociale, par exemple, qui directement méprisent leurs parents, alors que le but, c'est pas ça aussi, parce que certes, en fait, je trouve ça un peu hypocrite de tout mettre sur le dos des parents en disant comme quoi que oui, tout est de leur faute, sauf que finalement, nous aussi, on devient grand, on a une part de responsabilité, et on se dédouane, en fait, en se disant, étant donné qu'ils n'ont pas fait ce travail-là qui est très centré sur le modèle occidental, en fait, et que ça fonctionne pas de la même façon. Les Occidentaux, ils n'ont pas eu forcément à immigrer ailleurs pour avoir de meilleures conditions, à élever des enfants pour pas pour tout le monde, mais dans des conditions pas très favorables et tout. Donc je pense que faudrait aussi faire un travail là-dessus, de modifier le modèle sur lequel on se base. On peut pas s'attendre à ce que nos parents qui viennent d'arriver ou autres aient le même comportement que des gens qui sont là et qui ont fait ce travail depuis plus de 300 ans. Donc faut être réaliste au bout d'un moment, quoi. C'est ça. Et surtout notre modèle, en fait, des fois, t'as l'impression que les parents font pas bien parce qu'il est en confrontation avec un environnement où tu vis, où ça fonctionne pas de la même façon. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu retournes en Afrique, par rapport à l'éducation que nos parents ont reçue et tout, ils s'en sortent bien dans la société. Parce que l'éducation de base, c'est ça. C'est former un humain pour qu'il s'en sorte correctement dans la société et qu'il parvienne à cohabiter avec les autres. Techniquement, nos parents, quand on regarde, globalement, ils cohabitent très bien avec les gens de leur société, en tout cas quand ils sont en Afrique et tout, et ils évoluent bien. Après, je dis pas qu'ils se sentent toujours bien, évidemment, il y a des trucs aussi sur lesquels on peut travailler, on peut prendre du positif d'un peu partout. Mais si nous, on se sent pas bien et on n'arrive pas à s'intégrer, c'est parce qu'en fait, ce modèle africain, quand tu l'amènes en France ou dans un autre pays occidental, ça fonctionne pas bien. Et du coup, comme ça fonctionne pas bien, on se dit, si ça fonctionne pas bien, si j'arrive pas à bien m'intégrer, c'est parce que j'ai pas bien été éduquée. Et du coup, on va reprocher plein de trucs à nos parents, alors que en vrai, leur modèle d'éducation, il fonctionne globalement, mais c'est juste qu'il fonctionne pas en France, quoi. Et même sur ce modèle-là ça je pense que ça touche et nos parents et nous, c'est le fait de devoir
se forcer à développer une double personnalité, savoir comment s'adapter en fonction du modèle dont tu fais face. Si t'es en Afrique, il y a une certaine façon dont tu te comporteras pas en France, par exemple, et vice versa. Et je trouve que ça, en soi, c'est pas que nos parents, c'est la diaspora en général. Et faut pas qu'on oublie que eux aussi, ils ont ce truc-là de je suis dans un environnement qui n'est pas forcément celui d'origine, donc il faut que je sache comment me comporter, comment parler et tout. Et je pense que ça aussi, ça peut rentrer en jeu sur comment l'éducation, on va dire, elle est prise en compte et l'angle auquel on fait face. Je suis d'accord. Du coup, les filles, quand vous traversez des périodes un peu difficiles, vers qui ou vers quoi est-ce que vous vous tournez en premier ? Vers ma mère. Ok. Ma mère, c'est un peu mon refuge, et mon père aussi. Mais en fait, je dirais que je vais d'abord jauger en fonction de c'est quoi la situation. D'abord jauger, je me dis, ok, c'est quoi exactement ? Est-ce que j'en parle à mon père ? Est-ce que j'en parle à ma mère ? Mais je sais que, par exemple, je peux avoir une embrouille avec mes copines, j'adore raconter à mon père parce qu'il est tellement impliqué. Ouais. Là, en mode, oh, elle a fait ça ? Mais non ! Et c'est super drôle. Mais après, dans les sujets un peu plus sérieux, on va dire, qui concernent la féminité en général, je pense que c'est plus vers ma mère. Après, je suis très amitié, donc je sais que j'en parle beaucoup à mes copines et tout. Et sinon, je pense que j'ai vraiment pas de mal à m'ouvrir à ma famille, contrairement... Enfin, j'ai cette chance-là, en tout cas, de pas avoir de gros tabous avec eux. Enfin, un minimum quand même, mais de pas avoir de tabous avec eux. Moi, c'est un peu pareil. Je dirais surtout la famille. Donc là, j'ai en tête un cousin en particulier dont je suis très très proche, même depuis vraiment toute petite. Donc les joies, les peines, ce qui va bien, ce qui va pas bien, etc. Enfin bref, limite il y a des trucs normalement. Enfin, je pense, il y a des trucs qui se souviennent. Moi, j'ai même déjà oublié. Ouais. Donc de lui, je suis particulièrement proche et je sais que quand il y a un truc, c'est vers lui que je vais me tourner. Ma mère aussi. Ma mère, c'est quand il y a quelque chose, pareil, je me dis, il faut... En fait, ma mère, elle a elle a un radar. C'est-à-dire que elle a un radar. C'est-à-dire que bon, quand il y a des trucs qui sont bien et tout, bon, je vais être expressive et tout, donc je lui dirais, et il y a pas de souci. Quand c'est moins bien, soit j'ai envie de lui dire, donc je lui dis, soit je me dis, bon, je vais un peu garder pour moi et tout, mais elle va le voir. Et du coup, elle va me dire, faut que tu me dises, enfin pas que, oui, j'ai envie que tu me dises, Après, elle va rester comme ça, elle te guette du coin, elle attend que tu lui dises. Donc c'est un peu, mais elle a toujours vraiment cet espace très accueillant, très, très maternel, très accueillant, et je sais que je peux me confier à elle. Et après, bon, c'est pas totalement l'objet du podcast, mais aussi la foi, parce que du coup, je suis catholique pratiquante, et du coup, il y a aussi la religion qui peut être un refuge dans certaines situations. Après, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Genre, je veux dire, je pense que certes, la religion, ça a un rôle, mais après, même les proches, l'entourage, ça a un rôle super important. Et même, dans certains cas, des médecins ou des psychologues, c'est important. Donc, les trois sont vraiment complémentaires, quoi. Je dirais pas, y a une approche qui est mieux que l'autre, mais je pense, moi, c'est surtout ça, mes refuges, quoi. Ok. Moi, perso, mes refuges, comme Aurélie l'a dit, franchement, la religion, hein, de base. Après, c'est vrai que c'est pas un épisode sur la religion, et puis on est dans une asso apolitique, enfin, religieuse, je sais pas quoi. Mais non, premièrement, la religion. Et je trouve que déjà, ça te permet de décharger beaucoup de choses. Et surtout, dans la religion, au-delà de la foi, t'as des récits qui te montrent que ce que tu vis, il y a des gens avant toi qui l'ont vécu, et c'est comme ça qu'ils ont pu le régler et tout ça. Et donc, ça te permet de beaucoup dédramatiser la chose. Et ensuite, forcément, moi, ça va être ma meilleure amie. En fait, d'abord mes frères et sœurs, parce que c'est avec eux que je vis, tu vois. Donc, en fait, je vais d'abord en parler à eux et à ma meilleure amie, parce que eux, je peux lâcher en vrac, en n'importe comment. Ouais. Et puis, pas besoin de mettre une forme. Alors que je sais que ma mère, je peux tout lui dire, mais il faut que je mette quand même une certaine forme. Et donc, cette forme-là, des fois, quand t'es dans le feu de l'action, il y a les sentiments et tout qui se bousculent, j'ai pas spécialement envie de mettre cette forme. Du coup, je vais d'abord en parler à ma meilleure amie, mes frères et sœurs. Et ensuite, quand il y a de la forme, quand même je serai un peu descendue, je vais en parler à ma mère. Parce que du coup, ma mère, elle sera pas forcément dans la consolation tout de suite. Elle va d'abord te dire, je t'avais prévenu, ou non, en fait, elle va tout de suite aller dans le conseil, ou la prochaine fois, il faut réagir comme ça. Et des fois, t'as pas envie de recevoir ça, en tout cas dans un premier temps. Du coup, j'attends un peu, ouais. Moi, je me parle grave à moi-même. Mais genre, premier degré, je me parle à moi-même, genre carrément parfois en anglais et tout. Je décortique le problème, j'essaie de me dire, oui, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi la personne en face a réagi comme si... Et puis, sinon, après moi, il y a ma sœur, hein. Franchement, c'est grave ma meilleure amie et tout. On parle de tout.
et de rien. Voilà. Ma sœur, pas forcément mes frères ou mes parents. Mais après, je voulais juste rebondir sur le fait de te parler à toi-même. Je pense que ça, c'est bien parce que du coup, tu peux un peu même rationaliser ce que tu es en train de dire. Ouais. Je me dis, hein, j'imagine. Moi, étant quelqu'un d'anxieux, vaut mieux pas que je me... vaut mieux vraiment pas que je me parle à moi-même parce qu'en fait, c'est vraiment par les autres aussi que j'arrive à me Relativiser. réguler en quelque sorte, à relativiser, à machin, avant d'avoir une perception de la situation qui soit un peu rationnelle. Genre, je veux dire, bon, il y a des moments, bien sûr, bon, je suis rationnelle et tout, il y a des moments quand t'es vraiment touché, blessé par quelque chose et tout. Rien que le fait d'en parler, ça permet déjà d'enlever le poids, la douleur, même tout l'overthinking qu'il peut y avoir dessus et tout. Tu relativises un peu et après, dans un second temps, bon, je peux maintenant voir seule comment adresser le problème, quoi. En vrai, pareil, ça me permet de... En fait, si je parle seule, je pense que au lieu de m'aider, je vais juste trouver d'autres problèmes C'est ça. que j'avais pas vu avant. Et c'est pas bon. Donc, je préfère en parler aux gens quand même pour avoir... Après, je sais que les personnes avec qui j'en parle, c'est pas dans le but qui me conforte dans mon idée qu'elle soit positive ou négative. Bien sûr, c'est me dire ce que j'aimerais pas forcément entendre. Et je pense que c'est pour ça que volontairement, je vais vers ces personnes-là pour avoir leur avis et me dire, bon, ok, il s'est passé ça. Parce que si je dois poser toute seule le pour et le contre, on va pas s'en sortir. Et je pense que je vais juste trouver plus de contre que de pour. Qu'en vrai, je pense que c'est important de... Après, je suis très admirative, hein, je sais pas comment tu fais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et en fait, en vrai, ça, c'est un long travail parce que moi, je suis une personne, il faut savoir que je déteste les biais de confirmation, etc. Et que je suis très dure avec moi-même, en tout cas. Ça veut dire que quand il y a un truc, mon premier réflexe même, ça va être d'aller, je dirais pas contre moi-même, mais de surtout pas me conforter dans ma réaction si c'était pas forcément la bonne, etc. Mais ça, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Donc en vrai, je peux comprendre qu'il faille extérioriser. C'est-à-dire par exemple que moi, j'ai déjà eu des cas où du coup, je racontais à ma sœur parce que comme je vous dis, je raconte tout et elle-même, elle commence un peu à s'emporter, à se dire ouais, mais non, mais pourquoi elle a fait ça? Alors, en fait, c'est moi après qui vais venir tempérer et dire non, mais en fait, après j'avais dit ça. Non, mais en fait, je peux comprendre qu'elle est prise comme ça parce que moi, ça. Donc voilà. Mais je vois exactement ce que vous voulez dire. Ouais, c'est dur. Donc, chapeau. Bah, merci. Chapeau. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de se confier surtout à la famille. Mais vous, est-ce que vous avez déjà envisagé de vous confier à des professionnels? Par exemple, un psychologue. Ou, je sais pas, peut-être des structures un peu plus... je sais pas si ça existe, mais je dirais pas les alcooliques anonymes, mais genre un truc du genre, voyou. La diaspora de soutien. Ouais. Alors moi, cette année, pour la première fois, j'ai consulté un psychologue parce que j'ai très mal vécu ma rentrée en L1. Ce qui fait que, en fait, ça a fait un gros... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, une grosse distorsion. Fait que j'ai pas su gérer. Là, j'avais plus personne derrière moi, comme au lycée, en fait. Et je pense qu'on ne prépare pas assez à la transition lycée-fac. Et même, en fait, Dauphine, quand je compare avec mes amis et tout, c'est une fac qui demande beaucoup plus de travail que les autres. Pour t'abattre, oui. Bah oui, on peut le dire. Donc, ils sont vraiment pas tendres. Et tu te dis, mais en fait, c'est super... ça fait mal, en fait, tout simplement. Je pense, première note de l'année, je crois, Fanta, j'avais pleuré, je crois, je t'avais dit en plus. Oui, tu m'avais dit. Oui. Je t'avais vu dans les couloirs et tout, t'étais en mode... J'étais en train de pleurer, je me suis effondrée. Parce que moi aussi, je suis une grosse pleureuse, du coup. Et je crois que j'avais 600 trucs du genre. Et dans la personnalité que je m'étais construite autour de celle qui excelle à l'école, toujours première de la classe, mais ça m'a tuée. Et du coup, tout le reste de l'année, c'était un peu comme ça parce que j'excellais pas autant que je le voulais. Je me mettais toujours la pression, je recevais des notes auxquelles je m'attendais pas forcément. Je m'attendais toujours à plus, mais j'avais pas plus. C'est pas indicatif, les notes de Dauphine. C'est ce que j'ai cru comprendre du coup. 1,25, je sais pas quoi. Sinon, harmoniser à la baisse. Il y a qu'à Dauphine, tu vois ça. Bref. Moi, ça m'a choquée. J'ai une question parallèle. Sachant que du coup, tu viens de banlieue comme moi, tu t'y attendais pas à la distorsion, honnêtement? Pas du tout. T'as pas été prévenue? Enfin, si, un peu. On m'a toujours dit, sérieux, on s'inquiète pas, tu vas t'en sortir, tu vois. Et parce du que coup, peut-être eux-mêmes, ils savent pas. c'est ça. Mais en fait, moi, ce qui me choquait, c'est que mes professeurs... certes, je venais d'un lycée de banlieue, mais mes professeurs, ils venaient tous de Paris. Genre,
mon prof de maths, c'était un polytechnicien, il avait fait Louis le Grand en prépa, après il a fait, bref, c'était tous des grosses têtes, genre je m'y attendais pas et on m'avait toujours dit non mais toi c'est bon, on s'inquiète pas, tu vas t'en sortir et tout. Et en parallèle, t'avais les gens de ma classe, littéralement, on passait 2 mois, on me disait que j'allais m'en sortir, à d'autres, non mais toi tu verras même pas c'est quoi une fac quoi. Tu vois, c'était vraiment violent. Mais là, c'est un autre choc parce que c'est entre moi et j'ai personne pour me conforter. Et même je me dis que au lycée, encore une fois, je suis une grosse pleureuse. Je pleurais beaucoup quand j'avais pas des notes auxquelles je m'attendais, mais j'avais une certaine proximité avec les profs qui faisait que, or que là, il y a pas. C'est la fac, quoi. Tu pleures tout seul. Tu pleures tout seul. Et même quand tu vas voir la prof, tu lui demandes, mais en fait, je comprends pas ce qui va pas dans ma copie. Elle va te dire, fallait travailler plus. Ouais, c'est ça, quoi. Et c'est super frustrant. Et même à côté de mes études, je travaille aussi. Tu te dis que t'as beaucoup de choses à accumuler et c'est juste horrible. Du coup, je me suis dit, je pouvais pas. J'en ai parlé à mes parents. Ils ont pas compris parce que eux, ils ont pas eu la chance de faire des études supérieures et tout. Je suis l'aînée encore une fois. Je me suis dit, là, je peux pas, sinon je vais juste canner, en fait. Et j'ai décidé d'aller demander de l'aide. Ok. Moi, j'ai déjà consulté aussi, plusieurs fois. C'est parce qu'en fait, bon, déjà, comme j'ai dit, j'ai des antécédents d'anxiété. En terminale, j'ai développé une maladie. J'ai eu un petit choc émotionnel que normalement t'es pas censé avoir à cet âge-là. Donc déjà, j'ai quand même des antécédents. En L1, moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je sais que j'étais pas bien non plus, mais c'était, j'arrivais quand même à performer, mais mentalement, c'était pas ça. Et après, en L3, j'ai fait une dépression sévère. Ah, ok. Et j'ai fait une dépression sévère en L3. Et du coup... En L3, t'étais en Allemagne, J'étais en Allemagne, ouais. En plus, ouais. Et du coup, là, c'est-à-dire que j'ai consulté, mais c'était en mode, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui se passe, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Et c'est bien après, du coup, qu'il y a eu tout le travail de process et tout le travail de process. Et après, du coup, faire des séances, mais un peu a posteriori, quoi, pour essayer de que ça se reproduise pas, en gros. Pour que ça se reproduise pas. Et après, je pense sincèrement, en fait, c'est un peu dur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pense quand même être assez sensibilisée aux questions de santé mentale, même faire appel à un psychologue, un professionnel et tout. Mais quand c'est toi, c'est dur. C'est-à-dire que, pour quelqu'un d'autre, bien sûr, tu vas dire, vas-y, je t'encourage. Et sincèrement, j'encourage vraiment, vas-y et tout. Quand c'est toi, c'est plus difficile parce que, s'il faut même revenir sur le fait d'être forte, c'est dur d'admettre que tu as besoin d'aide. Ouais. C'est dur d'admettre que là, tu es vraiment en train de craquer et que si tu n'as pas d'aide maintenant, on ne sait pas où on te retrouve, tu vois. C'est dur, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est bien quand même d'avoir cette conscience de se connaître quand même suffisamment pour dire là si j'ai pas besoin, si je reçois pas l'aide dont j'ai besoin, on sait pas où je vais finir. C'est aussi je pense même dans cette recherche d'aller voir des psychologues, c'est un truc qui est aussi assez difficile parce que aussi je l'ai vécu, c'est de avoir le bon psychologue, genre vraiment le choix de se dire vers qui je veux me confier, parce que c'est sûr que c'est dur, tu vois, de venir dire ce que tu as à dire et tout, de te mettre un peu à nu, c'est dur, mais en plus quand tu tombes devant des psychologues qui sont un peu bancales, racistes. Ah, ça vous est déjà arrivé à raconter raciste? Ah, moi non, ça m'est même pas arrivé. Ça m'est arrivé. Ah non, moi c'était vraiment horrible parce que tu sais, autant dans le monde médical tu peux te dire oui, tu vas arriver, tu vas dire que t'as mal, on va dire oh, syndrome méditerranéen, pile. Et du coup, tu vas commencer à te dire OK, et moi je m'attendais pas à ce que dans le domaine médical mais plutôt psychologique et santé mentale genre ça soit ça. Et tu te dis en fait c'était une femme en fait tout simplement, et du coup je me suis dit que normalement ça devrait passer le feeling et tout, et pas du tout. C'était limite mais vous pensez pas que c'est un peu dans votre tête ça? Du coup, j'en ai eu marre, j'ai changé. Bien sûr, c'est dans ma tête. Sinon, si c'était sur une partie de mon corps, je serais partie voir exactement. Une en fait. Mais ce qu'elle a voulu faire comprendre, parce que ça, je l'ai compris bien plus tard, c'était que j'ai extrapolé un peu la chose, en fait. Que c'était peut-être pas légitime pour moi d'être là et tout, etc. Du coup, j'ai décidé de changer. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et tout. J'ai changé. Je suis partie chez un homme cette fois-ci. Mais franchement,
c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. Je me sens plus à l'aise de discuter, de déballer. Et même comment, avec elle, j'aurais pu me sentir débile pour dire certaines choses. Et bah, avec lui, c'est plus du tout le cas. Ouais. Et du coup, vraiment, faites attention. Et quand tu sens que bah, ça passe pas, en fait. Ouais, Faut pas c'est ça. porter. S'il passe pas, il passe pas. Au pire des cas, tu payes pour rien et t'enrichis les gens alors qu'ils t'aident même pas. C'est ça. Moi, j'ai eu un cas où, déjà, j'en ai eu une, du coup, où c'était en visio. Et en fait, elle me disait qu'est-ce qu'il y a. Je lui disais un peu, voilà ce qui se passe. Et après, en fait, elle voyait pas le problème. C'est-à-dire qu'elle était là en mode. Un peu comme toi, genre C'est en mode exactement, t'exagères un peu. Est-ce que Mhm. enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu ça la vibe, c'était que ouais, est-ce que t'exagères pas un peu ou je sais Ouais. pas quoi, elle voyait pas le problème. Et moi-même, je voyais pas le problème. On était deux aveugles dans le problème. Donc j'ai dit, bah, tu m'as pas beaucoup aidé quoi. Donc Ouais. je me sens pas spécialement mieux et j'avais pas du coup fait le travail de, enfin vraiment de conscientisation de ce qui s'était passé. C'est bien après. Et en fait, quand je l'ai fait après, il y a des fois, enfin du coup, j'allais voir des médecins, je leur disais voilà ce qui m'est arrivé. Il y a eu ta 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 ta. Et ils disaient, enfin, on m'a dit mais ça va parce que en fait, je l'avais process, je l'avais process et j'étais en mesure de le verbaliser. Mais c'est un truc que sur le coup, tu t'es dit mais en fait, c'était peut-être pas à moi de le faire, tu vois, genre c'était à Ouais. moi avec ce que je te dis, je sais pas, tu fais ta petite Fais enquête, ton t'essaies de taf, en trouver fait. ton truc. Mm. Mais sinon, juste après, sur les professionnels, un peu les expériences où faut quand même savoir à qui tu parles. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un, je suis arrivée, c'était tellement bizarre. Ah ouais. C'était tellement, tellement bizarre. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai dit non, ça peut pas passer. Il y a aucun monde où ça peut passer. Genre l'ambiance, l'endroit et tout, machin, ça pouvait pas passer. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le temps qu'on avait pour lui poser des questions à elle. Tellement. T'as fait son taf à sa place. Non. Mais juste comprendre en mode, ah, mais qu'est-ce qui vous a fait entrer dans la psychologie? Mais c'est intéressant, vous faites ça depuis quand, etc. Et en plus, Et elle te répondait? elle me répondait. Ok, ouais, elle a pas compris. Elle me disait des trucs et tout. Ça me faisait encore plus peur. Et plus encore plus de questions. Et au final, elle dit, ah, la prochaine. Je dis, ouais, la prochaine. Elle donne ça, ouais. Jamais. Mais non, donc bref, tout ça pour dire qu'il faut bien... En fait, il y a aussi cette vulnérabilité parce que tu peux pas te confier à n'importe qui, n'importe comment. Et l'ambiance, le contact, le feeling que tu as, même la première impression, le premier contact qu'on a avec un praticien, enfin, c'est déterminant, quoi. Sinon, tu parles pas et tout. Donc, faut vraiment... Je pense que c'est ça aussi qui peut peut-être rebute de te dire, ouais, faire ce travail de recherche. Il y a des moments, je voyais les annuaires, je dis, mais j'ai la flemme, genre. C'est ça. T'as juste envie de te décharger et genre si tu dois justifier pourquoi tu te sens mal auprès du patricien, franchement, ça te donne la flemme, genre. Ouais, non. Moi, j'avoue que si je devais aller consulter, j'irais directement voir genre une femme noire et de préférence de ma culture, ouais. Ouais, c'est justement du coup une autre question que j'avais. On va peut-être un peu décomposer en deux. Est-ce que du coup vous pensez que ça aurait été plus facile en fait d'avoir quelqu'un avec qui vous aviez énormément de points communs, donc une personne noire éventuellement de la même origine que vous, etc. Parce que du coup Salamata, tu disais que bah t'as pu parler à un psychologue et quand t'as changé ça allait très bien, il y avait pas forcément de problème. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait pu déjà avoir un plus si bah voilà ça aurait pu être une personne noire, que ce soit un homme ou une femme ou je sais pas. Et aussi est-ce que vous pensez que bah en fait qu'il y a un manque de représentation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des psychologues noirs mais c'est peut-être vous pensez pas aller les voir ou ben juste il y en a pas assez quoi, on n'est pas assez représenté dans ce genre d'espace. Je pense que si on n'est pas assez représenté c'est pas grave, je le fais quand même. Moi, ouais, c'est vrai que j'ai eu ma période aussi où je me suis dit je veux avoir quelqu'un qui me ressemble et qui va comprendre. C'était surtout notamment après la première thérapeute que j'avais vue, où en gros, bon, bah, ce qu'elle me faisait comprendre, c'est que j'extrapolais un peu et tout, alors que peut-être, sachant que c'est une hypothèse, je ne sais pas, mais peut-être que quelqu'un qui me ressemble davantage aurait compris les choses que je partageais à ce moment-là, peut-être. Mais après, maintenant, en termes de représentativité, moi, je sais que ce qui a été un peu difficile à un moment, c'était... Enfin, il y a plein de dispositifs en France. Enfin, il y a vraiment cette chance d'avoir quand même les dispositifs, genre mon psy étudiant et tout. Mais il n'y avait pas de thérapeute noir sur ces dispositifs. Alors que ce sont les dispositifs qui sont gratuits et qui, du coup, bah, pour les étudiants, c'est parfait parce que, n'empêche, payer les séances, ça peut être un petit budget aussi. Même si c'est important de le faire, mais c'est pas négligeable. Et après, maintenant, dans les thérapies, ben, du coup, dans le secteur, enfin, dans un peu les libéraux, enfin, les professions libérales et tout, je pense qu'il y en a, je suis déjà quand même tombée sur certains profils.
Après, il y a aussi cette appréhension de, n'étant pas dans le domaine de la psychologie ou quoi que ce soit, c'est un peu cette appréhension, genre tu vois des mots parfois, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va me faire, genre qu'est-ce que la personne va me faire et tout. Il y a un peu une part d'inconnu dans ça, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Et je dis pas que ça que même pour les thérapeutes noirs, hein, même enfin tous en général, genre il y a des moments, même sur Doctolib, je voyais des thérapeutes et tout, je me disais je sais pas, je sais pas, parce que j'avais pas en fait les connaissances peut-être pour vraiment appréhender, ou même de me dire, voilà, elle propose ça, mais est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est de ça qui va marcher avec moi? Est-ce que, voilà. Donc, en termes de représentativité, en tout cas sur les dispositifs du coup un peu publics, j'en ai pas vu, moi, personnellement, pas beaucoup. Après, je pense qu'il doit quand même en avoir en profession libérale du coup. Alors moi, pour ma part, je dirais que, en fait, je pense que c'est toujours, peu importe le domaine, c'est toujours plus facile d'aller vers des gens qui te ressemblent, de t'ouvrir aussi à ces gens-là. Mais après, la personne, elle peut avoir la même origine que toi, la même couleur de peau que toi, mais que ça passe pas quand même. C'est clair. Donc, est-ce que c'est un vrai, un non négociable? Je sais pas, je pense pas. Mais si... Après, ça dépend de chacun. Si ça peut te permettre d'être plus à l'aise et tout, why not? Donc, en vrai, fonce. Mais je pense pas que pour moi, c'est un... Enfin, à titre personnel, je pense pas que c'est quelque chose d'obligatoire, je dirais. Enfin, tant que je me sens à l'aise avec la personne et que j'arrive à m'ouvrir à la personne, la preuve, la première praticienne que je suis partie voir, c'était une femme, c'est pas passé. Et le deuxième, c'était un homme et c'est mieux passé, pardon. Donc, je dirais que c'est pas, en tout cas à titre personnel, c'est pas forcément un critère. En ce qui concerne la représentation et tout, je sais pas, je me suis pas renseignée, je sais pas vraiment, j'ai pas des chiffres et tout. Après, le seul aperçu que j'ai réellement avant d'avoir consulté de ce monde-là, c'est plus tout ce que je vois dans les séries, dans les films et tout. Et du peu que j'ai pu voir, je pense qu'il n'y a pas assez de représentation. Après, à creuser, parce que je peux pas dire ça comme ça au pif, mais à voir en vrai. Juste pour rebondir sur les films et séries, c'est vrai que moi je trouve qu'on voit bien souvent, en tout cas, la souffrance, la détresse des femmes noires qui vont se retrouver dans des situations un peu délétères avec des enfants sans père, etc. Et on voit jamais ce travail, ce cheminement qui est fait des ténèbres vers la lumière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, typiquement, hein, tu regardes les films, les séries de Tyler Perry, la femme noire, elle souffre et limite après, elle meurt et puis voilà, quoi. Et puis c'est fini, quoi. Toute sa vie dans la souffrance. Alors que dans d'autres films ou séries, ou en tout cas, si t'as une représentation, d'autres couleurs de peau, par exemple, tu vas voir qu'il y a ce travail. Bon, ça commence dans le malheur, mais après, petit à petit, la personne, elle travaille sur elle-même et après, elle va enfin vers la lumière. Et après, en termes de représentation, je trouve qu'il y a quand même pas mal les réseaux sociaux. Et je trouve que ça fait bien la différence, dans le sens où les gens, ils vont pas forcément donner des solutions, mais en tout cas, ils vont pas mal donner de témoignages, ce qui fait que tu te dis, en fait, je suis pas tout seul, tu vois. Et après, il y a des gens qui vont théoriser et tout, et en général, ça vient des États-Unis, hein, surtout quand ça concerne les Noirs. Mais je trouve que les réseaux sociaux... ça va des fois un peu dans les extrêmes, mais il y a un petit truc, ce truc de retirer un peu je sais plus comment on dit. Le tabou. Ouais, le tabou, il y a un synonyme, mais j'ai oublié le synonyme. Je réfléchis. L'omerta, voilà. Ce truc un peu de retirer l'omerta, et puis voilà, quoi, ça fait un bon petit taf, je trouve. Après, Tyler Perry, ses films... le dernier en date qui met en tête actuellement, c'est Abou. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais, rien que... Ouais, avec la fille. Non, ça, c'était Lion. C'était abusé. Très extrême, très extrême, très extrapolé. Et je dirais même pas du tout représentatif. La dernière série en tête, c'était quoi? Beauty in Black aussi. Je trouve que c'est toujours des rôles que la femme noire elles ont, mais c'est super dégradant. Enfin, tu te dis, on passe un peu pour les folles du bus alors qu'on l'est pas du tout. Enfin, c'est super dégradant, et venant d'un homme noir, enfin, je sais pas trop comment le faire. Je sais pas. Je trouve pas ça étonnant. Vous avez un peu suivi le débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Bon, ça date un peu. Le fait que beaucoup se plaignaient du fait que pour représenter la femme noire, il y a que l'esthétique baddies et pas autre chose. Ah ouais, j'ai On en a parlé pendant la conférence de la misogynie noire, je crois. De ça, de l'esthétique un peu basique. Oui, qu'il y avait que ça en fait comme représentation, et que les petites filles elles se référaient qu'à ça. Une femme, par exemple, une femme noire qui préfère ne pas se maquiller et tout, elle sera vue
peut-être comme négligée. Bon, c'est pas mes mots, encore une fois, mais elle sera vue comme négligée. Si elle préfère avoir, je sais pas moi, un make-up un peu light, elle sera vue comme blanchisée. Alors qu'en vrai, ça veut rien dire. Enfin, une esthétique, c'est une esthétique. Et à contrario, quand c'est une femme blanche, par exemple, qui reprend les codes appropriation culturelle, littéralement, et ben là, ça passe crème. Il n'y a pas de, oui, elle essaye d'être, bon, à des exceptions près, parce qu'il y a toujours sur nuance. les réseaux sociaux, je pense pas que ça passe. Il y a toujours nuance, bien sûr. Mais que ça passe, c'est moins agressif, en fait. Enfin, c'est moins, ils s'en prennent moins à ça que quand c'est une femme noire, pardon, qui essaye d'être autre chose que badise. Ouais. Je suis d'accord. Et c'est triste, en fait. Sachant que quand elle est badise, on la critique aussi. Hein. Aussi. Ouais. Qu'elle est trop Jamais tranquille. Donc, les avec femmes le noires, Black faites ce que vous Woman, voulez, des tout trucs du simplement. genre et tout, mais bon. On est toujours fatigués, dans tous les cas. Bah, franchement, c'était riche, c'était drainant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'était une On a conversation bien drainante. vidé nos sacs, je trouve. Mais du coup, si vous aviez quelque chose que vous aimeriez changer dans la perception de la santé mentale chez les personnes de la diaspora, qu'est-ce que ça serait? Et aussi, si vous aviez un conseil à donner à une petite fille ou à un petit garçon issu de la diaspora pour préserver sa santé mentale, lequel serait-il? Je sais pas si c'est propre à... Ce que je veux dire, je sais pas si c'est propre à notre communauté ou juste vraiment en général, mais de se dire que c'est pas... En fait, c'est un peu de démystifier. Genre vraiment arriver à faire ce travail de démystification. Genre c'est pas... Je veux dire, il y a la santé physique et il y a la santé mentale. Quand t'es blessé, enfin, je vais dire un truc très basique, mais c'est vrai, quoi. C'est que quand t'as un problème, tu vas voir le médecin, tu passes à autre chose. Si t'as un problème mental, faut essayer. Après, il y a du coup beaucoup plus peut-être de clichés, de difficultés et tout. Mais l'idée, je pense qu'il serait bien quand même, c'est qu'à un moment donné, on arrive vraiment à considérer ça comme une maladie. Sachant que même, peut-être même à nuancer, parce qu'en vrai, des maladies mentales, ça peut avoir des impacts sur tellement d'autres aspects de la vie. C'est clair. Comparé à la santé, enfin, aux maladies même physiques et tout ça, ça dépend et tout, mais de se dire que ça mérite vraiment un traitement adéquat comme n'importe quelle maladie ou n'importe quel trouble ou et il devrait pas y avoir de honte à demander de l'aide, et aussi qu'on arrive à devenir des personnes suffisamment, vraiment pour nous tous, hein, mais qu'on soit suffisamment sensible à ces questions et qu'on puisse être un refuge pour quelqu'un en fait qui viendrait se confier à nous sur ces thématiques-là. Je pense que c'est quelque chose de très important, surtout qu'il y a beaucoup de choses en tout cas dans la santé mentale qui sont causées par l'environnement dans lequel on est. Ou les expériences qu'on vit. Donc juste même avoir un échappatoire, une personne à qui se confier, et du coup arriver à travailler à être cette personne vers qui quelqu'un peut se confier. Je pense que ça c'est super important, parce que en vrai il y a plein de choses qui sont réglées par les médecins, les praticiens, mais aussi des choses où en fait c'est quand tu as tes personnes proches autour de toi qui te soutiennent dans un moment difficile, qui t'accompagnent, qui t'aident, etc. Et ça peut vraiment faire la différence. Moi en tout cas je sais que quand je suis revenue en France justement à Paris, ça m'a beaucoup aidée de revenir, parce que j'étais dans un environnement où ça n'allait plus, et du coup juste retrouver en fait mon équilibre, même l'assaut, retrouver mes activités, etc. Enfin j'ai retrouvé un certain équilibre, et c'est ça qui m'a aidée progressivement à aller mieux. Donc je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là vraiment dans nos communautés, être des personnes vraiment conscientes et sensible à ça, et vraiment pouvoir tendre la main aux autres. Et après pour une petite fille ou un petit garçon, je dirais de pas hésiter à demander de l'aide, de vraiment pas hésiter à demander de l'aide, et même si c'est dur, hein, là je le dis comme ça, peut-être ça a l'air facile, mais c'est très dur, mais de se dire que c'est ok de recevoir de l'aide, c'est ok d'être vulnérable, c'est ok de juste plus y arriver en fait, et de demander de l'aide. On n'est pas fait les humains sont pas faits pour vivre seuls, pour s'en sortir seuls, et self-made men ou je sais pas quoi. Si t'as besoin d'aide, c'est ok vraiment de demander de l'aide, et là c'est un souhait, parce que je pense que ça dépend pas du coup de la personne, mais de vraiment d'avoir une personne à côté qui pourra donner cette aide là, parce que c'est vrai que c'est un moment où on peut être tellement vulnérable que si tu te confies à la mauvaise personne, t'es KO quoi. C'est donc clair. vraiment savoir aussi vers qui se tourner, et vers qui se confier, mais surtout ne pas hésiter à le faire. Ok.
Je pense que j'ai rien à rajouter, c'est exactement la même chose. Mais vraiment, c'est donc démystifier le tabou autour de la santé mentale, que c'est pas quelque chose issu de nos racines et tout, parce que c'est complètement faux. Enfin voilà, comme Aurélie l'a dit, si t'as mal, si tu te blesses physiquement, tu vas voir un médecin. Mentalement, c'est pareil. Donc, faut chercher à faire un travail sur soi-même, à se soigner et tout. Aussi, donc, pour le conseil, je dirais que essayer de comprendre le plus tôt possible que notre vision de la vie, c'est pas forcément comme ça que tout le monde le voit, que tout le monde est différent, qu'il n'y a pas une seule façon de vivre finalement, et que ne rien prendre personnellement aussi. Je pense que ça m'aurait sauvé plein de fois. Rien prendre personnellement, savoir que, bon, tant que je suis OK avec moi-même, ça va. Et on devrait aussi démystifier le fait qu'être fort tout le temps, c'est pas OK. C'est pas normal, c'est pas OK. Normal. Et enfin de vivre, voilà, de profiter et tout, mais ne pas hésiter à communiquer parce que c'est très important. Et même si on est dans une famille, je sais que la communication elle passe pas forcément, pas du tout. On a toujours la chance de se faire un cercle en dehors, donc des amis. Comme toi, t'as dit que tu te confies beaucoup à ta meilleure amie, à ta sœur, à ton cousin. Enfin, on a toujours quelqu'un à qui se confier, forcément, j'espère. Ou alors tu te parles à toi-même aussi, ça fonctionne. Et voilà, juste ne pas intérioriser et s'isoler, parce que je pense que c'est le pire truc. C'est la pire chose que j'ai pu faire cette année, m'isoler. Et parce que on est dans une société qui nous fait croire que l'individualisme c'est bien, or que non. Enfin, l'être humain c'est un animal social, donc c'est vraiment la pire chose. En fait, tu tires une balle dans le pied. Donc vraiment, ne jamais s'isoler, peu importe la situation, essayer juste d'extérioriser et d'en parler. Je pense que ça serait la seule chose que j'ai à rajouter plutôt. Bah, tout ce que vous avez dit, c'est super pertinent. Moi, j'ajouterais que faut juste se dire que le but, c'est, entre guillemets, de faire de son mieux et que le faire de son mieux, il varie selon la période. C'est-à-dire que c'est pas parce que quand t'étais, je sais pas, par exemple, en 6e, t'avais telle note et parce que t'avais fait de ton mieux que quand tu vas faire de ton mieux, par exemple, en L1 et que ta note, c'est pas 17 comme en 6e, que ça veut dire que t'as pas fait de ton mieux. C'est juste que les standards, en fait, faut savoir les rendre movibles. Faut juste se dire ça, que je vais faire de mon mieux et que mon mieux, il varie. Et aussi, voilà, c'est négligé, mais mangez bien. Mangez bien parce que la nourriture que tu mets dans ton ventre, que tu mets dans ton corps, genre je sais que c'est une phrase, ma meilleure amie a dit toujours ça et au début j'étais en mode mais elle est sérieuse mais elle a tellement raison, elle dit bah non je vais pas mettre n'importe quoi dans mon corps quand je vous propose des gâteaux et tout, elle dit non, pas mettre n'importe quoi dans mon corps, mais elle a raison parce qu'en fait tout ce que tu vas consommer et tout ça a un gros impact sur ta santé mentale et ça il y a des études qui le prouvent de plus en plus en ce moment, c'est que l'état de ton intestin aura un gros impact sur l'état de ta santé mentale. Donc apprenez à bien manger, surtout que je sais que par exemple dans les minorités ou en banlieue et tout, on a tendance à manger, à proposer que des fast-food. Enfin, dès lors où tu dépasses le périphérique, il y a que des fast-food, comme si les gens ils pouvaient manger que ça. Faut manger des légumes, voilà, manger bien. Et dans nos cultures aussi, il y a de la bonne nourriture, mais faut juste remonter à la nourriture ancestrale. C'est-à-dire que nos gombos et tout, c'est super bon, mais comme on a voulu revisiter à l'occidental, on rajoute de la graisse, du sucre et tout, ce qui fait que c'est pas bon. Mais si vous remontez un peu, vous étudiez un peu nos nourritures à l'ancienne, vous verrez que c'est très bon pour la santé. Il y a peut-être un dernier point, là ça vient tout juste de pop-up dans ma tête, c'est aussi de pas minimiser. De pas minimiser parce que de se dire ah bon ça va, c'est juste aujourd'hui, je suis un peu déprimée et tout, ça va aller, demain ça va aller mieux, demain ça va aller mieux, demain ça va aller mieux. Et en fait ce qui est vraiment, après ça dépend des maladies. Là, j'en ai bien une en particulier dans ma tête, mais il y a quand même certains troubles ou certaines maladies où en fait c'est très vicieux. C'est-à-dire que ça s'installe très progressivement. Toi-même, tu le vois pas forcément arriver. Et après, un jour, tu te réveilles et en fait, ça va plus du tout. Donc, un conseil que je pourrais rajouter aussi, c'est vraiment de prendre le problème à la racine et de... Quand tu vois qu'il y a des signes qui changent un peu et tout, arriver quand même à suffisamment se connaître, je dis pas ça de manière vraiment moralisatrice, mais vraiment, voilà, d'arriver quand même à se connaître suffisamment pour se dire, ok, là, je suis un peu déprimée, ou ça va passer, et là, ça va vraiment pas, et pas attendre que ça s'installe, parce qu'en fait, tu le verras pas, juste un jour, tu vas te réveiller, en fait, la machine, elle sera totalement cassée, quoi. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide le plus tôt possible, parce qu'il y a aussi le temps qui joue beaucoup, et à pas s'isoler, comme on a dit, quoi. Ouais. Une petite question. Moi, je dirais peut-être, encore un conseil, apprendre à extérioriser ses émotions. Enfin, déjà, dans un premier temps, les extérioriser à l'état brut, c'est ensuite apprendre à les modérer.
Parce que si tu sais pas du tout à quoi tu ressembles quand t'es très en colère, quand t'es très triste, quand t'es très en joie, après, par la suite, t'as pas de base sur laquelle travailler pour apprendre à modérer. Parce qu'à la fin de la journée, le but, c'est de devenir des aides de culture, quand même. Et donc, faut pas être sauvage comme ça et être dans l'anarchie totale. Mais si, dans un premier temps, tu laisses pas libérer, et normalement, c'est ce que t'es censé faire dans ta prime jeunesse, dans ta prime enfance, laisser sortir les émotions un peu n'importe comment, après, tu sauras pas les faire en sorte qu'elles soient dans le juste milieu par la suite, quoi. Maintenant que tu me dis, ça fait penser à quelque chose. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'allais vraiment dire, si vous voulez pleurer, vous pleurez bien fort même. Si vous voulez rigoler, vous rigolez. Si vous voulez être en colère, soyez en colère. Et en fait, moi, je pense qu'il faut toujours adapter les gens à une certaine image. Comme ça, après, quand tu changes, ça les surprend. Ça veut dire que si tu montres dès le départ que ça, c'est pas toi ou que ça, t'en veux pas, on va pas te l'imposer ou on va comprendre que ça sert à rien de le faire en tout cas. Et après, quand tu feras, bah ça surprendra positivement et tu auras le contrôle là-dessus. Donc je faites ça. Si vous voulez pas qu'on vous demande tout le temps d'être forte, etc., soyez pleurnichards, etc. Et puis un jour, un matin, levez-vous et dites non mais en fait finalement j'ai pris en maturité en une nuit, donc voilà. Et après les gens seront positivement surpris. T'as raison. Extérioriser, genre vraiment extérioriser. Au bout d'un moment, les gens sont obligés de prendre, sinon c'est quoi? Ouais. Ils vont pas te jeter à la rue. Bah non. Et juste une dernière chose, même ça c'est évident, mais je pense qu'on met pas beaucoup en pratique. Éloignez-vous des réseaux sociaux. Oh oui, c'est ouais. Oh oui. Vraiment. Donc un conseil aux plus jeunes, on va dire, le plus tard, le mieux c'est. Ouais, c'est mieux. Surtout parce que ça Téléphone ramène à la 18 comparaison ans. et tout. Grave. 18 ans, je sais Pour pas mes trop. enfants. Hein. Ah, moi, ça bigot jusqu'à 18 ans. Ouais, même plus peut-être. Ils vont t'en vouloir, hein. 18 ans, c'est chaud. Non, ils m'ont avec du recul. Hein. Quand je pense que... En fait, je vais leur montrer peut-être par bribes ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je vais être un peu sournois. Je vais montrer que ce qu'il y a de mal. Et après, ils diront, bon, bah, c'est bon, tu vois. Ouais, en plus, je suis d'accord parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce truc de... surtout sur certains réseaux où il y a surtout des jeunes. TikTok où tu vois des vidéos de gens qui se font du mal. Après, dans les commentaires, ah, moi aussi, je me fais du mal ou des trucs comme ça. L'algorithme. On n'a pas Seigneur, la même page. Oui, non. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'une fois, t'as regardé un peu trop longtemps, t'as Ouais. même pas liké. T'as fait le T'as curieux et regardé puis un c'est peu fini. trop longtemps et puis c'est fini. fini. T'auras C'est que ça, des ouais. gens qui sont dans le même état d'esprit et au bout d'un moment, en fait, ça te tire, ça te Ouais, tire, ça te je suis tire. d'accord. Je pense que dans le feu de l'action, toi, tu t'en rends pas compte, mais c'est une dinguerie avec du recul de se filmer en train de pleurer. Ouais, moi, je trouve... Mais je sais pas si vous avez déjà vu des dingueries Bref, sur c'est TikTok, des gens qui se filment avec Oui, les des bras, traces et tout. Non, ils aiment Moi, mais t'es chaud. ça me- Ah non, pitié. Oui, Je pense que ça fait écho aussi en fait à l'isolement. Parce Aussi. que le moment où ce genre de truc, ça a le plus d'impact, où l'algorithme même il a le plus d'impact, c'est quand tu parles pas avec les gens qui sont Ouais, autour de c'est toi. ça, Ouais, ouais. c'est là, t'es vraiment sur le téléphone tout le temps et tu regardes que ça. Après, bah forcément, ça affecte ton mental et tout, et tu commences même à projeter ce que tu vois sur toi, et après, c'est chaos. Ouais, c'est ça, même là, en fait, l'algorithme a tellement de vices qu'il y a eu un scandale, il me semble, par rapport à TikTok et aux troubles du comportement alimentaire. Parce que ça, en fait, il y en avait qui créaient plein de comptes et tout. Enfin, je crois qu'il y a eu un reportage qui est sorti sur ça, je me rappelle plus. Où plein de jeunes filles disaient que en fait elles s'aimaient pas, qu'elles voulaient ressembler à des stars de K-pop. Et même au bout d'un moment, il y avait une trend, c'était un mois. Oui, Gardiner déjà. Après, il y a eu le un mois où je mange comme une star de K-pop. Tu voyais que la personne, le matin, elle prenait genre une banane. L'après-midi, en déjeuner, c'était une patate douce. Et le soir, t'allais courir. Et vraiment, les stars de K-pop, elles fonctionnaient comme ça. Et au fur et à mesure, tu voyais que dans les vraiment, tu voyais que genre en mode, c'était un truc qui a commencé à se normaliser. Parce que... Et aussi, il y a le mantra de Kate Moss qui est ressorti. Genre, Kate Moss. La mannequin super skinny. Et Parce tout. qu'elle, c'était un peu l'héroïne chic et tout. C'était une fille, une mannequin. Surtout, je pense. L'héroïne chic, c'était vraiment... elle avait dit, oui, il n'y a rien sur Terre qui est mieux que d'être mince. Et jusqu'à maintenant, genre, il y a des gens qui t'es mannequin encore heureux, ma chérie. Oui, c'est ça, mais sauf qu'elle elle avait des antécédents avec la drogue. Ce qui fait que... Que tu le veuilles ou non, ça te rend mince, toi. Bah, ça va Et bien. en plus, mais c'est vrai, pas je sais pas si vous voyez le looks maxing, des trucs comme ça. Oui. Et en ce moment, je regarde grave des vidéos sur les croisements entre le looks maxing et genre la manosphère / fachosphère, etc. Oui. Mais des gens qui se disent non, mais en fait, moi, je prends de la drogue parce que bah, ça me rend me mince, rend en mince. fait, parce que du coup, j'ai pas faim, etc. Oui. Après, je vais me la buter aux stéroïdes, je vais me la buter à la salle, etc. Ah oui. Et en fait, il y a des jeunes garçons qui écoutent ça et qui regardent ça, mais prom dog, en fait. Waouh.
Mais Oui, parce que en chez fait, les parce garçons, que c'est ça. les gens sur TikTok, quand tu vois les commentaires, il y a des gens, ils regardent ça prom dog. Et quand, par exemple, ils voient des personnes qui se scarifient, des personnes qui disent « Ah, j'ai rien mangé depuis je sais pas combien de temps. Depuis 3 jours. Ah, moi aussi j'ai envie de faire ça. » Ou moi, c'est pareil. Moi, limite, ça rentre dans une compétition, etc. Et les gens, ils sont prom dog, genre. Oui, c'est ça, c'est genre toi t'as Ah. pas mangé, même ça fait, je sais qu'un jour ça m'a terrifié. Tu rentres dans l'espace commentaire d'une vidéo qui te dit comme quoi qu'elle a pas mangé depuis genre 6 jours et tu vois ils mettent genre littéralement un compteur. Désinstallé, hein. Désinstallé, hein. Non, ça, j'ai sérieux, pas mais tu voyais genre en mode dans l'espace commentaire, tu vois maintenant on peut mettre des photos dans Ouais, l'espace ouais. commentaire et c'était à base de oui moi il y a des applications de jeûne sur truc quand tu jeûnes et tout. Moi ça fait regarde ça fait 100 je sais pas combien de temps que j'ai pas je sais pas combien d'heures que j'ai pas mangé. Et ils sont moi pas ça morts. fait non ils sont encore en vie parce que le but c'est d'être mince et oui même il y a des influenceurs qui ont commencé à faire des trucs du genre Ah en mode ouais. il y a un truc il y a une trend c'était le jeûne hydrique ou un truc du genre tu bois Jeûne que de l'eau. hydrique. Oui tu manges pas tu bois que de l'eau pendant X temps et après tu documentes en mode ah bah en 5 jours j'ai perdu 7 kilos. Bah, tu m'étonnes. C'est une folie. Bien. Et là, t'as des jeunes de 13 ans souvent dans les commentaires qui sont là en mode « Ah, mais moi j'aimerais trop et tout, je vais essayer, je m'y mets demain. Oh, pitié. Finalement, même les gens, parfois, je dirais pas s'inventent des problèmes, mais là où à la base, ils n'auraient pas eu de problème s'ils n'avaient pas eu à voir tout ça, bah il y en a. Alors Ouais. que rien ne les aurait prédestinés à avoir ce genre de Je problème-là. suis d'accord. D'où Donc, l'idée de Fanta, en fait, de pas de téléphone, pas de réseaux Ah, sociaux, ce non. que t'aurais jamais vu. Bah c'est ça. Ça veut dire ton enfant, parce que surtout moi, ma génétique, ton enfant, il est un peu bouboule et tout, alors que c'est juste mignon et normal à 13 ans, il va commencer à se dire, je vais pas manger pendant 5 jours. Mais c'est non. exactement ça. Donc Pitié. c'est vrai qu'on est dans une ère où la santé mentale, elle s'est beaucoup développée, c'est moins tabou, mais on a quand même le revers de la médaille qui est que des gens qui s'inventent des problèmes ou qui se créent des problèmes et Ouais, tout, ouais, à ouais. cause des réseaux sociaux. Je suis d'accord. Bah écoutez, franchement, c'était une conversation super enrichissante. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas trop miné, surtout. Et bah écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'ici. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour les auditeurs de Saotipédia. Et on se dit à dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison, la première saison de Saotipédia, en espérant qu'elle vous plaise. Et on vous dit à la prochaine. À la Bonne prochaine. soirée, bonne À la soirée. prochaine.